Eh bien, donc on était en train de parler, de quoi on a parlé ce matin en fait? Les huit strophes Les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit. de l'entraînement de l'esprit, exactement. Précieuse renaissance humaine, très bien. Et Il quoi faut d'autre? s'intéresser à ce 22 surtout. On s'est intéressé à la strophe 22, exactement. On va... Réfléchir à quelque chose, oublier. Oui, on devait réfléchir pendant le repas, et nous on a réfléchi falafel. Alors 37 pratiques, voilà. C'est 22. Ok. Que vous aviez fait déjà la 22, mais bon, on se ferait juste un petit récap. Et donc, on est dans le partage d'écran. Ok, voilà. Impeccable. Très bien. Ok, ok. Donc, quand on parle de dualité, il y a beaucoup de dualités différentes. Ouais, notion dualiste. Il y en a combien? Des apparences dualistes au pif. Bah, deux. Donc là, c'était vraiment au pif. Il y en a combien? 16. C'est illimité, quoi, parce que, en fait, c'est illimité. Non, mais pour moi, tu sais, tu avais la vacuité où tu as 16 aspects, merci, Ah, les 16 aspects des quatre nobles vérités. Donc, il y a certainement quelque chose qui est ok, lié à ça. Ok. Donc là, les 16 aspects des quatre nobles vérités, on pourrait dire, c'est surtout des conceptions fausses qu'on a au regard des quatre nobles vérités, qui sont remises en question par ces 16 aspects. Il peut y avoir plus que 16 aspects quand on étudie l'Abhisamaya, Ankara, il peut y avoir 27 aspects, enfin, etc., etc. Mais en effet, c'est des vues fausses. Une vue fausse et une apparence dualiste, c'est deux trucs assez différents, non? oui, Ouais. C'est quoi oui. la différence? Fausse et vraie, c'est pareil. Oui. Bah, donc, c'est que tu crois, je suis, ça va. Exactement, Sabine, le Joker. Je pense que l'hypose, c'est vraiment par rapport au karma, aux naissances, par rapport au projet, etc. Ouais, Et la dualité, pour moi, je dirais dualité sujet-objet. Donc, comme il y a plein d'objets, il y ouais, a beaucoup de dualité. Et à chaque fois que tu te compares, enfin, que tu vois toi et l'autre, enfin, autre, soit une autre personne ou un autre phénomène, ben, il y a une dualité. oui. Donc, il peut y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il peut y en avoir beaucoup. Non, je Exactement. sais Mais pas si c'est ça, les, mais les vues fausses aussi, il peut y en avoir beaucoup, non? oui, oui, mais bien sûr. Mais la dualité, c'est parce qu'on a une saisie de soi au départ. Cette dualité, c'est parce qu'on croit qu'il existe de façon inhérente, que, que l'autre objet enfin, est là. Oui, oui. Oui, mais Une vue, c'est quelque chose de beaucoup plus actif. On saisit activement quelque chose. Ouais, ça veut dire que c'est plus grossier de certaine manière. C'est une conception fausse, une vue. Pardon, une vue fausse, c'est une conception fausse. Une vue n'est pas nécessairement fausse. Mais une vue fausse est une conception fausse, une conception active de notre esprit. On appréhende activement quelque chose de manière distordue. Une apparence dualiste, c'est pas le cas. Ça se manifeste, on pourrait dire naturellement, d'une certaine manière. Une apparence dualiste, c'est pas une saisie active. Ça se manifeste à cause des empreintes qu'on a, etc. Ouais. Donc on pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire que l'apparence dualiste, c'est plutôt du côté de l'apparence, comment est-ce que l'objet se comporte à notre égard. Et la saisie ou la vue fausse, ou les conceptions fausses, c'est comment nous, on se comporte à l'égard des objets. Vous voyez la différence? Ok, ça joue. Super. Ouais, c'est comment notre esprit s'oriente vers l'objet. Par exemple, j'imagine que ça, c'est plutôt gris alors que c'est bleu. Je suis pas très sûr. Et, ok, je veux dire,
Ouais, cette couleur-là, c'est vrai. Ok. On va dire c'est turquoise. Soit tu as encore une vue de plus. Exactement. Chez moi, c'est 28 plus que 27. Donc, ouais, si on dit c'est turquoise, ça joue. Ok. Donc, imaginons que je dis c'est vert alors que c'est bleu. C'est une vue fausse. C'est la façon dont mon esprit s'engage à son objet qui est incorrecte. Ouais, donc dans ce cas-là, c'est une saisie active de la part de mon esprit. Mais si à cause de la luminosité, il fait un peu sombre, etc., ça apparaît comme étant vert, là, c'est ce qui se passe du côté de l'objet, comment l'objet se comporte vis-à-vis de mon esprit. Vous êtes d'accord? C'est ça la différence. Une apparence dualiste, c'est ça. C'est comment l'objet se comporte vis-à-vis de mon esprit. Comment est-ce qu'il se manifeste vis-à-vis de mon esprit. Que j'adhère à cette apparence dualiste ou non, ça c'est autre chose. Ouais, ça vous parle? Mais tu veux dire que l'apparence vient de côté de l'objet? À cause des empreintes. Ça veut Ah, dire qu'on a un filtre dans l'esprit qui fait que l'objet se comporte comme ça. Mais ce filtre-là n'est pas une opération active dans notre esprit, c'est comme un filtre, on pourrait dire. parce que c'est issu des, euh, Ouais. des voiles inhérents. On pourrait dire, pour certaines apparences dualistes, exactement, pas toutes, mais pour certaines, oui. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'apparence dualiste est nécessairement un objet d'abandon. Parce qu'il y a beaucoup, surtout dans les traditions chinoises, on tient absolument à une unité, à la non-dualité. Et donc, tout ce qui est dualiste, c'est à mettre de côté, c'est un objet d'abandon. Mais dans la tradition indo-tibétaine, c'est pas nécessairement le cas. Par exemple, quand j'observe cette tasse, comme on a dit ce matin, ma conscience n'est pas une tasse, pour autant. Vous êtes d'accord? J'espère que vous êtes d'accord que ma conscience n'est pas une tasse. Ok. Donc, il y a nécessairement une dualité entre la tasse et ma conscience, puisque l'une n'est pas l'autre. Elles sont deux. Mais pas ultime. Enfin, Exactement. Alors ça va être encore autre chose. Exactement. quelle différence, excuse-moi, y a-t-il entre dualité et contradiction dans ton cas? Dans ce cas-là, à ce moment-là, il n'y a pas de. On pourrait dire que si c'est contradictoire, c'est nécessairement dualiste. Et si c'est dualiste, c'est pas nécessairement contradictoire. Celle-là, c'est contradictoire. Dans ce cas-là, c'est les deux. Exactement, parce que mon esprit ne sera jamais une tasse. Et une tasse ne sera jamais une conscience. Donc, dans ce cas-là, il y a une apparence dualiste. Ça veut dire que mon esprit appréhende quelque chose qui n'est pas de l'esprit. Donc, les deux sont nécessairement duels. Et ça joue conventionnellement. Ça joue conventionnellement. Conventionnellement, une tasse ne sera jamais une conscience. Une conscience ne sera jamais une tasse. Donc, cette apparence dualiste n'est pas un objet d'abandon. Le Bouddha a cette apparence dualiste. Quand il appréhende une tasse, sa conscience ne devient pas une tasse pour autant. J'espère. Vous êtes d'accord? Oui, super. Tout le monde est d'accord, même Fanny? Quand je vois Fanny à la cam, la caméra. Ok, très bien. Donc, en effet, il y a cette apparence dualiste et là, l'apparence dualiste sujet-objet. Cette apparence dualiste sujet-objet, elle existe. Elle existe toujours, toujours, quand le sujet appréhende une vérité conventionnelle. Toujours. Ouais. Même, on pourrait dire, même pour les Chittamatra. Ok, très bien. Toutes les écoles mahayanistes diront ça. Donc, cette apparence dualiste n'est pas un objet d'abandon. Un Bouddha est obligé de percevoir les gens à qui il parle. Et pourtant, sa conscience ne devient pas ces gens-là. Donc, sa conscience est nécessairement duelle par rapport à ces personnes-là. Nécessairement. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, cette apparence dualiste, tout va bien. Il y a l'apparence d'une vérité conventionnelle aussi. Ouais, ce n'est pas une apparence d'une vérité ultime, c'est l'apparence d'une vérité conventionnelle. Ça joue aussi conventionnellement, ça joue. C'est une vérité conventionnelle, cette tasse. Ouais, Vérité conventionnelle et apparence dualiste, ça peut être mis dans le même sac. Enfin, je veux dire, c'est pareil. c'est C'est l'une des analogue. apparences dualistes. Comment? Il y a au moins trois apparences dualistes du point de vue des sutras. Si on met les tantras de côté, si on regarde vraiment les sutras, il y a trois apparences dualistes pour les Chittamatras et pour les Madhyamika. Ouais, et donc l'apparence dualiste sujet-objet, c'est la première, c'est celle qu'on a vue juste avant. Ensuite, l'apparence d'une vérité conventionnelle, c'est la seconde. Et il y en a une qui est un objet d'abandon. C'est l'apparence d'existence extérieure pour les Chittamatras. Ça, c'est une apparence dualiste qui doit être éliminée. Et pour les Madhyamikas, c'est l'apparence d'existence véritable. Ces apparences dualistes-là sont des objets d'abandon.
Parce qu'il concerne le voile cognitif pour les non-prasangika, on pourrait dire. Même pour les prasangika, si on parle de l'existence véritable, l'apparence d'existence véritable. Pour les écoles mahayanistes, l'apparence dualiste d'existence extérieure ou l'apparence dualiste d'existence véritable, c'est ce qui empêche l'éveil. C'est l'odeur de l'ail dans la boîte. Et donc, il faut s'en débarrasser si on veut obtenir l'éveil. Donc, cette apparence dualiste-là est un objet d'abandon. Les autres, non. Les deux autres, non. Ouais, ça va? Oui. Ok. Ouais. L'existence véritable, Existence véritable. c'est quoi par exemple? Alors, l'existence véritable, si on ne fait pas trop dans les détails entre les Swa Tantrika et les Prasangika, on dira l'existence véritable, c'est quelque chose qui n'a jamais existé, bien sûr. Hein, pour aucun Madhyamika n'accepte l'existence véritable. Donc, c'est un objet de négation. Et donc, si l'existence véritable existait, on pourrait trouver l'objet quand on le cherche vraiment. En gros, c'est ça que ça veut dire. Quand on le cherche ultimement, ça veut dire je cherche ma tasse dans la pièce. Est-ce que c'est une recherche ultime ou une recherche conventionnelle? C'est une recherche conventionnelle. Si maintenant je ne suis pas satisfait de cette recherche conventionnelle, je me dis mais c'est quoi en réalité une tasse que je cherche dans ces parties, etc. Si je devais la trouver à l'issue de cette recherche ultime et plus conventionnelle, elle aurait une existence véritable. Ouais, Oui, oui. ça joue. Cool. J'ai pas quoi véritable. Véritable. Alors pour les prasangika, véritable et intrinsèque, c'est pareil. Pour les swatantrika, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, il y a une existence intrinsèque conventionnellement, mais il n'y a pas d'existence véritable, même conventionnellement, pour les swatantrika. Donc là, c'est plus détaillé, donc ça va risquer de nous confusionner. Mais pour les prasangika, c'est pareil. C'est le même niveau d'objet de négation. Ouais, pour les prasangika, si on devait trouver le phénomène dans sa base d'imputation, dans ses caractéristiques, dans si on devait trouver la tasse dans ses parties ou dans l'ensemble de ses parties, c'est comme si elle avait une existence qui n'est pas simplement imputée. C'est comme si elle avait une existence de son propre côté, intrinsèque, inhérente, véritable, absolue, indépendante, etc. La composition chimique. Exactement. Et ça, c'est impossible. Ouais. Ok. Fanny est partie, elle en a eu marre. Non, je pense qu'elle a eu des connexions Wi-Fi. Ok. Ça va, Fanny? T'arrives à nous suivre? Oui, oui, très bien. Je suis désolée, je suis en voiture, du coup, ça Ouais. coupe un peu, mais je vous entends et je me concentre. Ok. Concentre-toi sur la route aussi, hein. Ouais. Oui, Ok, impeccable. Très bien. Donc, l'apparence d'existence véritable, c'est un objet d'abandon, puisque c'est ce qui empêche l'omniscience, c'est un voile cognitif. Ouais, comme on a dit, c'est pas une opération active de l'esprit, mais c'est comment l'objet se manifeste à l'esprit, à cause des empreintes. Ok, très bien. Donc ça, c'est une apparence dualiste parmi tant d'autres, parmi deux autres, parmi trois, on pourrait dire, qui doit être éliminée. Mais les autres apparences dualistes, non. Et pour les titamatrins, c'est un peu plus facile. Ça veut dire que quand on rêve d'une tasse, on a l'impression qu'il y a une tasse là à l'extérieur. Mais c'est faux, parce que c'est un rêve. Donc, pour les titamatrins, c'est être persuadé que la tasse existe à l'extérieur de la conscience qui l'appréhende. Donc, c'est l'externalité, l'apparence d'externalité ou d'existence extérieure qui est une apparence dualiste à abandonner pour les titamatrins. Ouais. Est-ce que tu Ah, peux redire ça? oui, oui. Que c'est une apparence extérieure. L'apparence véritable. d'existence extérieure pour les titamatrins qui doit être abandonnée. C'est ça, cette apparence dualiste qui est un objet d'abandon. Parce que les choses semblent exister à l'extérieur, comme si elles n'étaient pas d'une même nature avec la conscience qui les appréhende. Comme quand on est dans un rêve, on est persuadé qu'il y a des trucs qui sont là. C'est le même principe. Ils adorent l'exemple du rêve. Parce que ça parle très très bien pour comprendre cette nature d'entité, de même entité entre les objets et la conscience qui les appréhende. Quand on rêve d'une tasse, la tasse est onirique. Donc elle est une même nature avec la conscience onirique qui rêve de la tasse. Elle n'existe pas à l'extérieur. Ah, Du rêve. de rêve. Ouais. Et donc, elle n'existe pas à l'extérieur de la conscience qui rêve de cette tasse. Mais elle donne l'impression d'exister là à l'extérieur. Donc pour eux, c'est ça partout. Oui. Hors rêve aussi. Alors, hors rêve, oui, exactement, dans notre état ordinaire, exactement. Il n'y a que au moment de la perception directe de la vacuité qu'il n'y a aucune apparence dualiste. Ça, c'est très important. Ouais. C'est pour ça que certains pensent qu'il faut à tout prix arriver à une non-dualité, parce qu'il ne faut avoir que la réalisation directe de la vacuité. Et ça,
Si on n'avait que la réalisation directe de la vacuité, on ne pourrait pas avoir une route, un feu rouge, des personnes, etc., etc. Donc c'est pourquoi il faut bien avoir aussi l'apparence d'existence. Hein? Ce sont deux plans différents. C'est deux plans différents, exactement. Exactement. Deux dimensions différentes, deux niveaux de réalité différents. Il n'y a qu'un Bouddha qui perçoit les deux en même temps. Si on n'est pas un Bouddha, soit on perçoit directement une vérité ultime, soit on perçoit directement une vérité conventionnelle, mais jamais les deux en même temps. Que tu, pardon? Que tu perçois Oui, après analyse de fin, oui. après, mais pas sur le moment. Sur le moment, comment ça? C'est pas possible de voir les deux vérités Oui, à l'instant T. tant qu'on n'est pas un Bouddha. Il faut les voir en alternance. En alternance, quand tu es sur ton sein, là, tu vois. Oui, tout à fait. Oui, je vais beaucoup de clarifier parce que j'ai du mal, moi, juste maintenant. Tu dis l'objet extérieur n'existe pas tel qu'il leur apparaît parce que ça provient d'une graine, en fait. C'est pour ça qu'il n'existe pas à l'extérieur tel qu'il leur apparaît. Oui, exactement. Mais il y a bien un objet extérieur. Et cet objet, pas forcément, mais c'est. Il n'y a pas d'objet extérieur. Non, mais là, on parle de la réalité. Même pour les Tchamatras. C'est ce qu'ils défendent. Oui. Alors, ils se sont. Ils sont plongés. Non, mais au pire, enfin. Extérieur à l'esprit, pas. À l'esprit qui les appréhende. Ouais. Ce qui est d'une certaine manière très correct. Mais au-delà de l'esprit. Oui, on pourrait dire d'une certaine manière, mais c'est surtout de l'esprit, en effet. Et comme la personne est une même entité avec son esprit, c'est pareil, la personne n'existe pas à l'extérieur de son esprit. Et ça voudrait dire que, d'un point de vue des Chitamatras, je te vois, je vois l'ordinateur, il n'existe pas. Ils existent, Ah ben, c'est ce que je suis en train de. mais pas à l'extérieur de ta conscience. Mais Tout en étant pas la même nature. je comprends pas. Ils sont de la même nature avec la conscience qui les appréhende. C'est ça que ça veut dire, être une même nature, ça veut dire ne pas exister à l'extérieur. Par exemple, la couleur du bouchon et le bouchon sont une même nature, une même entité. C'est-à-dire que on ne trouve pas la couleur du bouchon dans la rue et le bouchon dans le temple. On trouve la couleur du bouchon où se trouve le bouchon et inversement. Donc ça veut dire que les deux sont une même entité. C'est pareil pour l'apparence, n'importe quel phénomène, il est nécessairement une même entité avec la conscience qu'il appréhende. Je comprends bien que ça provient, enfin, j'essaye de comprendre Oui. que ça provient d'une graine qui Oui. fait que je vois quelque chose à l'extérieur. Oui, Et moi, ce que j'avais cru comprendre, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est la façon dont je le comprenais, la façon dont je le réalisais. Il y avait un décalage, si tu veux. Par exemple, un excrément, moi je vois un excrément et nous, je vais avoir de la nourriture. En fait, Oui. les empreintes sont différentes, oui. mais il y a bien quelque chose à l'extérieur qui existe. Alors, C'est ça que tu vois, c'est en fait, pour moi, je le lisais comme ça. oui, tu veux dire la base de l'apparence. La base de l'apparence. C'est là où il y a beaucoup de débats par rapport à ça. La base de l'apparence. Oui. Euh, Parce elle est que c'est quand même assez nihiliste, cette histoire de dire qu'il n'y a vraiment rien à Elle l'extérieur, est- ce n'est que de notre conscience. c'est pas nihiliste parce que pour eux, ça a quand même une existence véritable, vu que ça fait partie des natures dépendantes. Elles ont une existence véritable, il n'y a que les natures imputées qui n'ont pas d'existence véritable. Donc pour eux, ça a une existence véritable, ça a une existence inhérente, intrinsèque, sans exister à l'extérieur de la conscience. Ça a une existence de son propre côté, contrairement à ce que dit le corrigé. C'est vrai. Ça a une existence de son propre côté, même si ça n'existe pas à l'extérieur de l'esprit, ça a une existence de son propre côté. Pourquoi? Parce que exister de son propre côté, ça veut dire exister sans être simplement imputé à une conscience conceptuelle. Et pour les titamatins, il n'y a pas besoin que les phénomènes existent au travers d'une simple imputation. Donc ils existent de leur propre côté, mais pas à l'extérieur de l'esprit. C'est très différent. C'est pour ça que ce vocabulaire peut vraiment perturber, parce qu'on a l'impression que c'est la même chose, et c'est très subtil, ces différences-là. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en effet, c'est pas nihiliste, parce qu'eux, ils considèrent que ça. Pareil, ben, comme quand on est dans un rêve. Par exemple, Oui, si mais je ça, rêve. c'est trop facile de dire à chaque fois, comme quand on est dans un livre. Non, mais c'est vrai, à Ouais, chaque fois, ça nous paraît simple quand on est dans le rêve, oui, mais dans la réalité, c'est exactement. beaucoup plus C'est compliqué. un rêve intersubjectif. Chacun a ses propres graines. Par exemple, moi, je vois le temple avec ma perspective à moi. D'accord, c'est ce que je parlais de la mouche, c'est la temps. C'est exactement le même principe. Mais le temps, il est quand même là. Le temple, il est là parce que nous sommes là pour l'appréhender. Eso es que hay nada, ¿no?
Ça veut dire qu'il est la même nature. Chaque perspective du temple est une même nature avec l'esprit qu'il appréhende. Forcément. Puisque si tu changes de place, si on échange de place, la perspective que tu auras du temple aura disparu. Elle va être remplacée par ma perspective à moi. C'est très logique. Et ça émerge. À cause des empreintes. Ouais. Il y a cette concept de co-émergence du sujet Oui, et l'objet. C'est pas séparé parce qu'il y a une co-émergence. Oui, Oui. il y a un sujet, il y a l'objet, cet objet, il y a un sujet. pour les places anglicas aussi, Oui, sauf oui, que, parce que je croyais que c'était que sauf que pour les places anglicas, l'objet est quand même la cause du sujet qu'il appréhende. Oui. L'objet est la cause du sujet. Quand tu regardes le matin, par exemple, moi, quand je regarde les tasses de café le matin dans la cuisine chez ma mère, avant le café, j'ai pas le temps de conceptualiser quoi que ce soit. Il faut pas que je peux pas conceptualiser, faut pas que je me dise, tiens, ma tasse est là, et parce que j'impute la tasse existe. C'est pas ça chez les places anglicas. La tasse est la cause de ma conscience visuelle qui appréhende la tasse. Et ils disent qu'elle est simplement imputée parce que si on cherche ensuite vraiment où est la tasse, impossible à trouver en dehors d'une simple imputation conceptuelle. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que la tasse existe soudainement quand on commence à y penser. C'est pas ce que disent les personnes Guicard. On a l'impression que c'est ce qu'ils disent, mais non, moi le matin avant le café, j'ai pas le temps de conceptualiser tasse. Je suis dans le cirage. Mais c'est l'interaction entre ta conscience individuelle et l'objet qui Oui, permet la convergence des deux. d'une certaine manière. Voilà, ça c'est a priori de la conceptualisation. Ça. Ouais, S'il n'y a pas de conscience pour apprécier l'objet, oui, il n'y a pas d'objet. exactement. Malgré tout, l'objet est quand même la cause de la conscience qu'il appréhende. Oui, mais c'est pas temporel. S'il est la cause, il doit Ils sont exister. convergence. Ah non, non, s'il est la cause pour tous les non-Vaibhashika, Ouais. il n'y a que les Vaibhashika qui sont vraiment assez spéciaux. À partir des autres antikas, une cause existe nécessairement avant son effet. Avant, ça c'est temporel. Nécessairement. Mm. Quand j'ouvre le placard, les tasses existent avant que je les impute, Moi, j'aurais puisqu'elles sont les causes. c'était important les Alors choses pour les Chittamatras, c'est qui étaient en différent. même temps. Pour les Chittamatras, c'est pas la même chose. Pour les Chittamatras, la tasse n'est pas la condition objectale. C'est l'objet observé. C'est pas la condition objectale, puisqu'une condition doit exister avant son effet. Donc eux, ils ne l'appelleront pas Mikien, ils vont l'appeler Migul. Ils vont pas dire que c'est la condition objectale, parce que la condition doit exister avant son effet. Donc eux, ils diront pas ça, ils diront c'est l'objet observé, puisque l'objet et le sujet existent en même temps. S'ils existent en même temps, comment l'un peut causer l'autre? Ça, c'est tout à fait juste pour les Chittamatras. Exactement. Leur cause respective, c'est la même graine. Et la graine doit exister avant son effet. Donc la graine existe. Ensuite, elle donne la conscience et c'est l'objet qui apprend la conscience. Exactement. Dans ce cas-là, l'objet n'est pas la cause de la conscience qu'il appréhende. Pour les prasangika, oui. Oui, exactement. Pour les prasangika, la tasse est la cause de ma conscience visuelle qui apprend la tasse, puisque la lumière se reflète sur Chut. La... Là, je rigole. La lumière, la lumière se reflète sur la tasse, elle va toucher la rétine, se transformer en signaux électrochimiques jusqu'à la conscience, etc. Donc il faut bien que la tasse soit la cause de ma conscience visuelle pour les places anglicales, mais qu'elle a une existence extérieure. Sauf que si on la cherche dans sa base d'imputation, on ne la trouvera pas. Donc elle existe au travers d'une simple imputation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle doit exister soudainement quand on dit tasse. C'est pas ça que ça veut dire. Ouais, C'est ça de la magie. exactement. Tout à fait. Ok, donc c'est très profond. C'est juste quelques lignes comme ça. Ok. Donc en effet, les notions dualistes. Donc les notions, il faudrait regarder en tibétain ce qui est dit. J'ai pas pris le texte en tibétain. Si c'est des notions, des conceptions, ou si ce sont des apparences dualistes. J'aurais dû faire mon boulot et quand même regarder le tibétain. C'est pas grave. Tu peux voir sur l'observance. Ah, peut-être, oui, exact. Ouais, c'est cool. Ah oui, alors maintenant, on va retrouver les strophes. Bah ouais, les tibétains, normalement, ils se prêtent pas trop chaud avec ça. Ça se fait pour ça. Ah bah, carrément. Ok. C'est pas celle-là.
Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas les strophes. Tu vois, une fois, Ouais, il faudrait qu'on compte 4 par 4 jusqu'à 22. Oui, ça fait un peu longtemps. Ou depuis la fin, 37, ça fait moins peut-être. C'est compliqué, hein. C'est chiant. J'avais le bouquin avec le... Ah bah non, je l'ai donné à Pascal en plus, je crois, le bouquin avec le taxi bêta. Ok. Donc c'est pas grave. Je regarderai si c'est des notions, parce qu'il y a des... Quand on dit notion dualiste, ça peut être apparence dualiste ou conception dualiste. Mais les deux, l'apparence et la conception, ça vient des mêmes graines. On pourrait dire que pas tout à fait, parce que la conception elle-même, c'est un voile affectif, on pourrait dire. De conception, voilà. Ouais, Conception, c'est la saisie, c'est du sujet ou c'est de l'objet? ouais, c'est des côtés du sujet. La saisie, c'est toujours du côté du sujet. Oui, ça va ensemble. Conception, saisie. Et pour les madhyamika, tout ce qui vient du sujet, c'est nécessairement afflictif. Ah, c'est- Pour les Chittamatras, ils ne parlent pas trop. Est-ce qu'ils disent que la conception d'existence extérieure, la conception, pas l'apparence, hein, mais la conception, parce que c'est un voile afflictif ou un voile cognitif, et ils ne parlent pas nécessairement de ça. Eux, ils disent le voile afflictif, c'est quoi? C'est la conception d'un soi autosuffisant substantiel de la personne. Un voile afflictif, c'est l'apparence d'existence extérieure, mais ils ne parlent pas de la saisie d'existence extérieure. C'est assez bizarre d'ailleurs. Ok. j'ai une autre traduction, je ne sais pas si ça peut aider. Ouais, essaye, ouais. Toutes les apparences sont notre propre esprit, et l'esprit a toujours été libre des extrêmes de la conceptualisation. Le sachant, ne pas concevoir de signes propres à un sujet et à un objet, est la pratique du positionnement. Ouais, ok. Donc, ça me fait plaisir. Ouais, ça aide un peu, mais il parle beaucoup de conceptualisation dans ce cas-là, Avec un anglais. ou en anglais. Ah oui, ou portugais. Chez- Il y a chinois aussi. Ouais. Alors, ok. Dualistic notions. Ouais, ok. Donc, ça ne nous aide pas beaucoup. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'il faut voir, c'est que ça peut être une conception comme ça peut être une apparence. Si c'est une conception, c'est beaucoup plus grossier. Vous êtes d'accord? Quand on dit qu'il y a quelque chose d'actif du côté de l'esprit, c'est plus grossier. Quand c'est quelque chose de plus inactif du côté de l'esprit, mais que ça apparaît du côté du sujet, de l'objet, quand ça apparaît du côté de l'objet, c'est plus subtil. Donc en effet, c'est différent de ce point de vue-là. Mais quoi qu'il en soit, pour les Chittamatra, c'est le problème. Le problème, c'est de considérer que le phénomène aurait une existence extérieure. C'est-à-dire que l'excrément, la rose, etc., etc., aurait une existence extérieure d'excréments, de rose, etc. Alors qu'en fait, non, ce n'est que la façon dont ça apparaît à notre esprit, les Chittamatra. Ouais, parce qu'ils disent que tout est de la même entité que notre esprit. Ils diront, par exemple, une seule et même personne peut être adorée par certains et détestée par d'autres. Pourtant, c'est une seule et même personne. Donc, ça veut dire que cette personne n'existe pas à l'extérieur de l'esprit des gens qui l'appréhendent. Ils ont encore, d'accord, ça existe, mais c'est la façon dont tu la perçois qui change, parce que tu as une empreinte différente. Alors, on ne dit pas que la forme n'existe pas. La forme existe, mais pas à l'extérieur de l'esprit. Donc une forme rentre dans ta conscience. Elle ne rentre pas dans ta conscience. La forme, elle est la forme que moi je vois de vous. Ce que moi je vois de vous, c'est mon propre rêve individuel. Je suis en train de rêver de vous. C'est génial, non? C'est mon propre rêve individuel. Et donc, ça veut dire que mes graines germent, elles germent continuellement. Il n'y a pas qu'une seule graine à chaque fois. À chaque instant qui passe, il y a une autre graine qui germe, qui germe, qui germe, qui donne cette apparence de votre forme. Mais vous n'existez pas à l'extérieur de la conscience. Vous n'existez pas à l'extérieur de votre conscience et vous n'existez pas à l'extérieur de la conscience de quelque conscience que ce soit qui vous appréhende. Oui. Et on pourrait dire, c'est intersubjectif. C'est-à-dire que quand moi, je ne pense pas à vous, vous êtes d'une nature séparée de ma conscience et vous n'êtes pas d'une nature séparée d'une autre conscience qui pense à vous, qui vous voit, etc. Donc vous continuez d'exister même quand moi, je ne vous vois pas, heureusement. Mais vous continuez d'exister. Ah, oui, intersubjectif ou collectif, c'est similaire, exactement.
C'est comme ça que ça fonctionne. Vous continuez d'exister quand je ne vous vois pas, mais vous êtes vu par d'autres personnes, par des Bouddhas, etc., etc. Donc, vous continuez d'être une même nature avec l'esprit de quelqu'un d'autre, même si c'est pas moi. Pour les Chittamatra. Alors, comment ils se voient eux-mêmes alors? Parce que- Non, mais c'est vrai, je veux dire, si tu veux les autres, c'est que c'est dans ton propre esprit, c'est lié à ton propre esprit, donc toi-même. C'est pour C'est ça qu'il y a pareil. cette cognition, l'esprit qui voit l'autre. Alors, l'autocognition, c'est un peu différent. C'est le fait que. L'autocognition, c'est juste pour prouver la mémoire chez eux. D'accord. La mémoire du sujet, pas la mémoire de l'objet, la mémoire du sujet. Pour dire, ah tiens, j'ai vu un gros minet. Ouais, c'est pour dire, j'ai vu, etc., etc. Mais l'autocognition, c'est juste pour prouver ça, même chez les Sootrantika déjà, hein, dans l'épistémologie. Donc ça, l'autocognition, ils vont dire oui, qu'à la rigueur, c'est ça qui valide l'existence véritable de la conscience, puisque cette conscience est perçue de manière non dualiste aussi par l'autocognition. Là, il n'y a pas d'apparence dualiste. L'autocognition perçoit directement la conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, mentale, sans apparence dualiste, et pour eux, elle est nécessairement non erronée. Donc, si la conscience a une existence véritable, c'est prouvé par l'autocognition qui perçoit cela. D'une certaine manière, ça les aide aussi à prouver l'existence véritable de la conscience. Mais c'est moins important malgré tout. Ils diront que finalement, il n'y a que ça qui existe vraiment, c'est la conscience. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si l'objet est faux, comment la conscience pourrait être vraie? Mais tu sais comment eux ils se perçoivent? Parce que tu as une conscience, tu dis que ça vient d'empreinte, mais alors comment prouver que la conscience est là en fait? Enfin, Eh ben, ils vont dire, ben, c'est grâce à l'autocognition. L'autocognition, on fait l'expérience, une expérience non erronée, une expérience non dualiste. Donc, c'est l'autocognition qui finit par le prouver. Puisqu'on a dit que c'est l'autocognition qui permet le souvenir de l'expérience du sujet. Et donc, elle doit être valide, elle doit finalement être irréfutable d'une certaine manière. donc ça veut dire qu'il y a deux consciences. Enfin, puisque tout est extérieur, c'est lié à une empreinte. Donc celle que Rien n'est extérieur pour les non, Tiamatras. rien n'est extérieur, pardon. Rien n'est extérieur, tout vient d'une empreinte. Le fait que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui existe à l'extérieur. Mais l'autocognition, tu te vois appréhender ce truc-là, ça vient d'une empreinte ou c'est autre chose qui. Savoir. Et donne l'impression d'être Alors, alors l'individu lui-même, conventionnellement, eux, ils doivent l'accepter. Ils acceptent qu'un individu existe comme étant une même nature avec la conscience qu'il appréhende aussi. Forcément. Ça, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix puisque tout est de la même nature de la conscience. Donc l'individu aussi. Donc ils diront que les Chittamatrins qui suivent le raisonnement et les Chittamatrins tenant de l'aspect faux diront que la conscience mentale est en réalité la personne. Si on cherche vraiment où est la personne dans les agrégats, on va dire bah, c'est la conscience mentale. Les Chittamatrins qui suivent les Écritures et les tenants de l'aspect vrai vont dire c'est la Laya Vijnana, la personne. Mais sinon, ils sont très rares. La plupart des tenants vont dire c'est la conscience mentale, forcément, parce que c'est elle qui voyage d'une existence à l'autre. Alors que le corps, non. Donc c'est pour ça qu'ils vont dire ça. Donc là, on pourrait dire, oui, la personne elle-même est sa conscience d'une certaine manière. Pourquoi pas? Ils pourraient dire ça. Mais ces empreintes, là, Donc ils la trouvent. Il n'y a que les Prasangika qui trouvent rien. la conscience mentale est remplie d'empreintes pour eux. Qui fait que Oui. tu as l'impression que quelque chose existe à l'extérieur, Alors, alors que c'est faux. différentes empreintes. Cette apparence d'existence extérieure est due à une empreinte en particulier, l'empreinte de l'ignorance. Mais il y a d'autres empreintes qui, elles, sont valides. Le fait qu'il y ait une table ou un tapis qui apparaissent là, ça c'est valide, tout va bien. Par contre, une empreinte spécifique qui donne l'apparence d'existence extérieure, celle-ci, elle doit être éliminée. Oui, mais si dans une autre vie, tu te transformes je sais pas, en animal, en autre chose, à chaque fois, il y a des empreintes différentes. Ça veut dire que tu as des empreintes de tout. Forcément. De presque tout. Ouais, j'adore Tsongkhar Rinpoche Dorje, très très grand maître du XVIIIe siècle. On en avait parlé avec Senve d'ailleurs, qui a donné un contre-argument juste magnifique. Vous vous souvenez, non? J'étais tellement halluciné, je devais avoir des étoiles dans les yeux que j'en ai parlé, que vous devriez vous en souvenir. Qu'il est vraiment exceptionnel. Les empreintes de presque tout, par exemple. On pourrait dire à la rigueur que oui. Des tables, on en a vu même dans d'autres univers, pourquoi pas à la rigueur.
À la rigueur, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, vu qu'il y a une absence de début, etc. À la rigueur, et c'est les empreintes d'habituation. Il y a plusieurs types d'empreintes. Je n'ai pas nécessairement tous les noms à chaque fois. Il y a plusieurs types d'empreintes, les empreintes de la verbalisation, etc., etc. Et donc, il y a plusieurs empreintes qui font que, en effet, vu qu'on a vu par le passé, exactement comme si on joue aux échecs toute la journée, la nuit, on va rêver qu'on joue aux échecs, par exemple. Ou si on conduit toute la journée, comme Fanny, par exemple, cette nuit, elle va rêver qu'elle conduit. C'est tout à fait possible. Ouais, parce que ça dépose des empreintes dans la conscience à cause des expériences initiales précédentes. Donc, on pourrait très bien dire que, au cours d'innombrables existences par le passé, on a vu des tables, ce qui ont déposé des empreintes de tables dans notre conscience, qui se réveillent, et ça donne l'apparence d'une table. Tout va bien. Mais il y a une seule chose dont on n'a jamais fait l'expérience jusqu'à maintenant. L'éveil ou la perception directe de la vacuité. Donc, d'où vient cette graine? C'est magnifique, ça. Ça, c'est l'argument de Tsongkhar Rinpoche, c'est juste magnifique. Pour contrer le Chittamattra, pour dire, OK, vous dites que tout vient d'une expérience initiale, précédente, etc. Mais il faut bien que il n'y a aucun individu qui soit d'abord un Arya et ensuite un être ordinaire. C'est impossible. On a tous été des êtres ordinaires depuis des temps sans commencement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu encore une perception directe de la vacuité. Il faut bien que cette perception directe de la vacuité naisse d'une graine aussi. D'où vient cette graine alors? Puisque tout vient d'une expérience initiale. Ouais, sauf qu'il faut vérifier ça, c'est comme tu as dit tout à l'heure, il faut toutes les validations de l'existence d'un arrière. Oui, tout à fait. Et eux, ils sont censés l'accepter, le titan Oui. matin. Normalement, on n'a pas besoin de leur prouver, parce que même eux, ils vont dire que la définition d'une vérité ultime, c'est un phénomène qui est explicitement réalisé par une perception directe valide en l'absence d'apparence dualiste. Et donc, cette expérience de la vacuité en l'absence d'expérience dualiste, vu que pour eux, c'est la définition d'une vérité ultime, on pourrait dire, c'est exactement la définition d'une vérité ultime. Et comment est-ce qu'ils peuvent accepter ça alors s'ils disent que c'est nécessairement issu des empreintes issues du passé? Ben, tu ne le vois pas parce que tu as les empreintes qui empêchent de le voir. Oui, mais comme on a dit, une graine, pour qu'il y ait une graine, il faut, avant que cette graine soit dans notre conscience, qu'il y ait un aspect manifeste. Ouais, ça veut dire que on a deux types d'états. On a, par exemple, si on est par exemple dans la colère. On est dans la colère, dans ce cas-là, c'est pas une graine, c'est un aspect manifeste. Et quand la colère se résorbe, elle se résorbe sous forme de graine. Ça veut dire qu'une graine, elle vient nécessairement d'un état manifeste. Et donc, ça veut dire que si on a la graine de la perception directe de la vacuité, il faut d'abord qu'on ait eu une expérience de la vacuité. Non, pourquoi il faut les grandes pour l'expérience de la vérité? Ça, c'est. Parce que les Chittamatrins, c'est leur point de vue initial, c'est-à-dire que tout ce qui se manifeste à l'esprit est dû à des empreintes, à des Mais ça, graines. c'est pas une Mais ça, c'est la nature des choses, c'est la vérité. Oui, Et nous, on est empêchés de l'avoir. oui. Ça ne veut dire pas qu'il faut avoir la graine. Si, pour eux, si. Euh, Pour les Chittamatrins, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que même la vacuité, elle n'existe pas à l'extérieur de l'esprit qui l'appréhende. La vacuité et la conscience qui l'appréhende, elles sont d'une certaine manière pas produites, parce que la vacuité n'est pas produite, mais issues des graines de type similaire, nécessairement. mais c'est Yeshe qui s'est obscuré et donc ça remonte Oui, à cause de l'empreinte. oui, C'est tout interface des empreintes. oui. Le reste dans l'état naturel. Oui, tu restes dans l'état naturel. Naturel de l'esprit, c'est rapide. Mais cet état naturel de l'esprit, Ouais. va Donc, laisser- tu n'as pas besoin d'empreinte pour voir ta nature. pour les Chittamatrins, ils sont obligés. C'est le Bouddha en soi, c'est la nature. Oui, mais Chacun a un Bouddha en soi. C'est ça. Je- pour les Chittamatrins, la nature de Bouddha est nécessairement impermanente. La nature de Bouddha, le lignage. Ah, c'est pas pour les Madhyamikas, ça dépend. Pour les Madhyamikas, il y a le lignage naturel qui est permanent et le lignage proliférant qui est impermanent. Ça, on en avait parlé quand on avait parlé des Kaya, je me souviens. Ouais. Et pour les Chittamatrins, le lignage naturel, c'est une graine inactive, la graine de l'éveil inactive, et le lignage proliférant, c'est une graine active,
quand la grande compassion a activé cette graine. Donc pour les Chittamatrins, la nature de Bouddha est nécessairement impermanente. Et pour les Chittamatrins, toute expérience, on pourrait dire, est nécessairement issue d'une graine, puisqu'il n'y a pas d'objet à l'extérieur, comme on l'a dit. Donc, en effet, alors bien sûr, la vacuité est permanente, comme on l'a dit, elle ne peut pas être produite par une graine, mais la perception de la vacuité, elle, est nécessairement produite par une graine. Permanente, ça rapproche à la définition de intrinsèque, par exemple, parce que Ah quelque bon? chose qui existe réellement, c'est quelque chose qui est impermanent, indivisible. Ah, alors attention. Ouais, ce qu'il faut voir, c'est c'est quoi la définition de permanent? Ne change pas. Donc, une corne de lapin est permanente? C'est un existant, existant. C'est le premier mot qu'il faut dire. Un existant qui ne change pas. C'est ça, permanent. Ouais, ok. Et donc, la vacuité est permanente, puisqu'elle ne change pas. Est-ce qu'elle change? Est-ce qu'elle devient plus belle, plus rose, plus bleue? Elle change? Pas n'existe. Elle n'existe pas. Ok, donc Arianagarjuna a réalisé un non-existant, le Bouddha a réalisé un non-existant. Non, non, c'est intéressant. C'est intéressant, ça. La vacuité n'existe pas? Ah, la vacuité de la vacuité. Est-ce que c'est l'inexistence de la vacuité ou c'est la vacuité d'existence inhérente de la vacuité? Ah, ok. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'existence inhérente, mais elle a une existence conventionnelle. Christophe, si on dit qu'il existe, on est déjà dans le conceptuel. Ah bon? Donc, on est déjà dans l'erreur. Ah bon? Donc, Donc, donc une table, une table est conceptuelle alors parce qu'elle existe. existe un point de vue conventionnel, mais si on Ah, très bien. de la vacuité, on n'est pas plus du conventionnel. Ah bon? La vacuité n'a pas d'existence conventionnelle. On n'est pas dans les bons plans pour discuter de ça. des fois. Pourquoi? C'est ça, en fait, c'est ça, on parle de la perception de Oui, la vacuité. exactement. Pour les Chittamatrins et pour les Madhyamika, il y a une perception directe de la vacuité et même explicite. C'est-à-dire qu'elle apparaît à la conscience qui la réalise. Et ça, c'est pas conceptuel. Et ça, c'est pas conceptuel. C'est là. C'est ce que Exactement. La vacuité, au cours d'une perception directe, une perception directe alors, une perception directe de la vacuité est nécessairement pas conceptuelle. Une perception directe de la vacuité, c'est une perception yogique de la vacuité. C'est nécessairement pas conceptuel, on est d'accord? Ok, très bien. Et donc, cette perception elle-même, est-ce que c'est permanent ou impermanent? Cette perception elle-même, cette conscience qui appréhende la vacuité, elle est impermanente. C'est de la conscience, c'est impermanent. Et donc, cette conscience, cet état manifeste de conscience qui perçoit la vacuité, elle est nécessairement issue d'une graine. Pour les Chittamatrins. Pour les Chittamatrins, puisque c'est leur postulat de base. Ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. C'est impossible. Donc, la vacuité n'est pas produite par une graine puisqu'elle est permanente. Ce qui est permanent ne peut pas être produit. Mais la sagesse qui réalise directement cette vacuité, elle-même est nécessairement issue d'une graine. Et cette graine a nécessairement été déposée par un état exactement similaire par le passé, un état manifeste. Ça veut dire que la personne si elle a une réalisation directe de la vacuité, cette réalisation directe est issue d'une graine qui elle-même est issue d'une réalisation manifeste de la vacuité. qui pourra avoir encore une manifestation directe. Exactement. Donc ça voudrait dire que la personne a déjà été un arya par le passé. Mais pourquoi C'est ça qui cloche. pourquoi les graines vont avoir la même qualité que le fait? Ah, sinon, la causalité est totalement perturbée dans ce cas-là. Sinon, tout pourrait produire n'importe quoi, Oui, mais il doit avoir une logique, enfin, une corrélation, une corrélation. une nature similaire entre la cause et l'effet. Oui, mais c'est pas la même chose non plus. C'est jamais la même chose. Une graine n'est pas la même chose qu'une pousse. Donc, je ne sais pas pourquoi il dit que s'il y a une graine pour l'abeille, la graine doit être de la même nature, la même qualité. Ouais, elle doit avoir la même qualité. En fait, la graine, elle doit produire un état manifeste, et cette graine elle-même, elle est produite. Oui. Par quoi? Par le même état manifeste.
C'est-à-dire que j'ai de la colère, ça c'est l'état manifeste, ma colère se résorbe, elle donne une graine, qui va donner à nouveau une colère, qui sera un état manifeste, etc., etc., etc. C'est correct. Ouais, c'est un peu. On est déjà éveillé? Oh, c'est super, on peut fermer boutique, on n'a plus besoin. On peut se mettre en vacances. C'est pas bon. Ah, on est des bouddhas endormis alors, on est des éveillés endormis. Ça, c'est un oxymore. Un éveillé endormi. Ouais. Tu peux couper enfin, là, je comprends. Ah oui, ok, ouais, exact. Comme ça, on verra plus les sourcils français de famille. Ok. Est-ce que tu suis la conversation? Parce que des fois, bah, on n'entend pas ce que disent les gens dans la salle, donc forcément, c'est un peu décousu peut-être. Alors oui, j'arrive pas forcément à entendre ce que les gens disent dans la salle, mais toi, je t'entends bien. Ok. On t'entend au moins la moitié du coup. C'est déjà ça. Ok. Très bien. Donc ça, c'est des discussions extrêmement précieuses. Extrêmement précieuses. C'est la cerise sur le gâteau. Sur la précieuse existence humaine, etc., etc., et d'avoir le luxe de se poser ces questions-là, et de le faire en plus entre potes, où personne ne s'énerve, j'espère. C'est juste extrêmement précieux. Bah, c'est toujours calme. Ouais, tout à fait. Ah non, c'est sûr. Mais il faut. Là, c'est mon ressenti, c'est mon empreinte. C'est pas- C'est tellement utile. C'est tellement utile d'avoir ces réflexions-là. Et tout ça, je pense, on peut lancer dans cette discussion parce que le sport 22, on pourrait dire que c'est le fait que tu Alors, c'est ce que dirait Rasa Santé. Il dit qu'il y a une teneur titamatrine. On peut en effet la lire comme ça. On pourrait aussi l'interpréter à la façon Madhyamika. C'est tout à fait possible. Oui, bon, tout Ouais, peut être ouais, dans les sports concis comme ça. oui. Concis, Comme ça, mais ça, concis, c'est ça. Concise. Ah oui. Concis. Concise comme ça, oui. En effet. Et là, Mais est-ce qu'on sait si le tournée Gainsbourg, il était Sambo, mais si, il était c'est difficile radical à de dire. son point de vue philosophique? C'est difficile à dire. Faudrait vérifier. Faudrait vérifier dans les textes. Ils disent que c'était forcément un grand bodhisattva, et que là où il méditait, les animaux ne se mangeaient plus les uns les autres, et que les loups et les renards venaient le voir, etc. Mais il ne parle pas nécessairement de sa vue. C'est pour ça qu'on peut interpréter, comme ça c'était dans l'enseignement du Dalai Lama. Que j'ai pas apporté là, mais c'est un tout petit livret d'enseignement qu'il a donné il y a de nombreuses années sur ce texte. Et où il dit, en effet, il y a une teneur chittamatrine, mais on peut aussi interpréter en fonction d'Acharya Chandrakirti. Donc c'est ça qui est intéressant. Et surtout, la dernière partie de la strophe, quand on dit il faut aussi même ne pas saisir l'esprit lui-même, parce que les Madhyamikas, c'est ce qu'ils font. Les Madhyamikas commencent à réfuter un certain niveau de réalité des objets pour aller ensuite, quand on arrive chez les Madhyamikas, à réfuter même un niveau de réalité de l'esprit lui-même. C'est pour ça qu'après, on a Yogacara, Swat, Tantrika, etc. Ok, très bien, très bien. Oui, c'est ça, c'est une conversation. Les strophes, tu as des super maintenant et tu as des façons de dire. chez le Bodhisattva Shantideva, oui, Oui, ça. exactement. Alors, Voilà. moi, ouais, je pensais que c'était la même discussion. Non. Moi, c'était chez notre. Alors, on pourrait en effet dire que cette strophe-là, en tout cas, pourrait, au début, au moins le début de la strophe, pourrait être Chittamatrine et que la fin de la strophe pourrait être Madhyamika. C'est tout à fait possible de l'interpréter comme ça. Et chez le Bodhisattva Shantideva, oui, il débat ouvertement entre les Suotrantika, Vaibhashika et Chittamatrin aussi. En effet, et les Samkhya et d'autres, oui, exactement. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre ces points de vue-là avant d'entrer dans le neuvième chapitre. Sinon, on ne sait pas de tout. Faut dire, parce que je sais, j'imagine dans le cas actuel, mais des fois, quand c'est enseigné, c'est pas très clair que les différentes strophes sont faites, les paroles des différentes personnes. Ah bah non, c'est Non, parce que dans le... supplémentaire. Oui, C'est des études qu'on. quand on prenait le texte, on sait qui parle de Ah quoi bah, et c'est les sinon, réponses. c'est là que c'est hyper compliqué.
Non, Ouais, tu dis ça et tu dis, mais en fait, une fois elle dit ça, enfin, puis c'est là que tu vois que ça saute. Dans cette introduction, ils mettent une petite Oui, parenthèse, c'est le titre Marc qui parle, et là, c'est la réponse. Mais pas toujours qu'il y a pas toujours. Oui, exactement. Si on ne relie pas ça, Madhyamika répond ça, Chittamatra répond à cet argument, etc., on se dit, bah, il se contredit, parce qu'il vient juste de dire l'inverse juste avant. Mais en fait, Dans le texte original, il n'est pas il n'y a pas. indiqué. En Donc, tibétain, savoir. en tibétain, il n'y a pas. En sanskrit non plus, il n'y a pas. Mais est-ce que ça, enfin, c'est peut-être des deuxièmes, est-ce que ça veut dire qu'en fait, cette interprétation de quelle strophe parle le point de vue vrai de Shantideva? Est-ce que c'est un sujet de débat? Est-ce que c'est très clair? Ah, c'est très clair, oui. Oui, oui, c'est très clair. Mais c'est des gens qui déjà connaissaient en Oui, gros les points, c'est comme oui, si on connaissait les tenants et les aboutissants de tout à chacun, fait. on comprendrait facilement, Oui, alors que oui. nous, Exactement. Quand il dit l'Atman, permanent, unitaire, autonome, etc., on sait très bien, il parle au Samkhya, etc. Donc, justement, ça veut dire que quand on dit, alors, après, il faudra revenir en Madhyamika, mais si quelque chose avait une existence indépendante, intrinsèque, absolue, ça aurait une existence permanente, puisque ça ne dépendrait de rien, pas même de causes et conditions. Mais l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que c'est permanent que ça a une existence intrinsèque. Ouais, ça c'est très important. Ça va dans un sens, pas dans l'autre. Ok, très bien, très bien. Magnifique. Donc, ce que font d'abord les Chittamatra, c'est de dire qu'en effet, il n'y a pas d'existence extérieure des objets, et même si ces objets ont quand même une existence véritable, si on les cherche vraiment, on doit pouvoir les trouver. Mais ils n'ont pas d'existence à l'extérieur de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils soient pas différents de l'esprit, ils sont différents de l'esprit. si on Et les cherche, on doit pouvoir les trouver. oui, Comment? S'ils n'ont pas d'existence extérieure, puisqu'ils viennent d'une graine. exactement comme dans un rêve. Par exemple, ouais, ça m'arrive des fois, on peut parfois avoir des sensations très fortes au cours d'un rêve, voire même on peut saisir notre rêve. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de rêver de sa sainteté plein de fois, etc. Puis d'aller tout de suite courir à dire, ah, j'ai rêvé de sa sainteté, etc. Et donc de saisir le rêve tout en sachant qu'il n'a même pas d'existence extérieure à mon esprit. Même au réveil, en disant, oh, j'ai rêvé de sa sainteté. Ça arrive, tu vois, des gens qui sont là, oh, ça y est, ça y est, je suis arrivé au troisième boumi parce que j'ai rêvé de sa sainteté. Tu vois, on pourrait halluciner grave. Et donc, ah, j'ai rêvé de sa sainteté, etc. Et donc, on va aller tout de suite l'écrire sur Facebook. Ah, j'ai fait un beau rêve et tout. On va dire à ses potes, ah, j'ai rêvé de sa sainteté, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de saisir le rêve tout en sachant qu'il n'a pas d'existence extérieure. C'est exactement ce que font les Chittamatra. Non? Franchement, C'est ça, on devrait les. non, mais c'est C'est compliqué, je trouve Ouais. très compliqué, moi. Cette histoire d'existence extérieure, mais qui n'existe pas, qui ne sont que des empreintes. Oui. J'essaie de comprendre en expliquant ce que j'avais dit au début, là, priori, c'est pas ça. J'ai beaucoup de mal à comprendre que les choses n'existent pas à l'extérieur, qui ne sont que de la nature de l'esprit. C'est vraiment Ouais, ouais. et l'existence véritable, je crois que ça veut dire exister de son propre côté, c'est-à-dire sans qu'il y ait une conscience. Enfin, voilà. À l'extérieur, il y a quelque chose qui existe. Alors, c'est pas la même chose, existence extérieure, existence véritable. Puisque forcément, là, puisque les Chittamatra ils considèrent que parmi les trois natures, tous les impermanents et les vacuités ont une existence véritable. Parmi les trois natures, nature dépendante, nature parfaitement établie, ont une existence véritable. Les natures imputées n'ont pas d'existence véritable. Ouais, ça veut dire que exister de manière véritable, ça veut dire exister sans que l'esprit soit pour quelque chose d'une certaine manière. Ça veut dire si on trouve vraiment le truc, on doit pouvoir le trouver. Les natures imputées, c'est pas vraiment pareil, puisque sans concept, elles sont fictives, elles sont extrêmement fictives. Il y a des natures imputées qui n'existent pas en plus. Ouais, il y a des natures imputées, parfois c'est mal traduit, parfois ils disent phénomène imputé, mais ça c'est une erreur. Parce que une nature imputée telle que l'existence extérieure, c'est une nature imputée, mais c'est pas un phénomène puisque ça n'existe pas. Parfois, c'est traduit. Faut faire attention aux traductions et aux traducteurs. Et ça, c'est parce que moi-même, je sais à quel point c'est difficile. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas toujours prendre au pied de la lettre ce que disent les traducteurs. S'ils disent phénomène, imputé, etc., il y a matière à débat. Si on dit nature imputée, ça va, parce que nature imputée existe, mais si c'est une nature imputée, ça n'existe pas nécessairement.
Une corne de lapin est une nature imputée, qui n'existe pas. Quelque chose qui vient de ton esprit, tu as besoin d'une conscience pour imputer quelque chose. Exactement, c'est Tu peux pourquoi, imputer des choses qui n'existent pas. c'est pourquoi ça n'a pas d'existence véritable, puisque sans cette conceptualisation, bah, ça fait pouf, ça s'arrête, ça n'existe plus, d'une certaine manière. Sauf que parmi les natures imputées, il y a les phénomènes permanents. Les phénomènes permanents, même si on n'y pense pas, ils existent d'une certaine manière. Mais pour être révélés à la conscience, ils ont besoin de cette conceptualisation. Par exemple, si je dis absence d'éléphant dans le temple, sans la conceptualisation, qui va y penser à une absence d'éléphant dans le temple? Donc cette absence d'éléphant dans le temple qui est permanente, pas pour l'éternité, mais temporairement permanente, bah, elle a besoin d'une conceptualisation pour exister d'une certaine manière. C'est ça qui fait que c'est une nature imputée, ou une nature imaginaire, comme c'est parfois traduit. Donc ça n'a pas d'existence véritable pour eux. Mais les natures dépendantes, c'est du pur et dur. Les natures, les impermanents, c'est du pur et dur, c'est la fabrique de la réalité. Et la vacuité aussi, ça doit être du pur et dur. Ça ne doit pas être du made in China, ça doit être du made in Switzerland. Ça doit résister à l'analyse d'une certaine manière. C'est ça que veut dire exister de manière véritable. C'est du pur et dur, c'est ça que ça veut dire. Donc pour eux, la matière, les formes, etc., ont une existence pure et dure, mais pas à l'extérieur de l'esprit. C'est comme, encore l'exemple du rêve, c'est vraiment très important de revenir au rêve. Dans le rêve, on est persuadé qu'il y a un ciel bleu qui est là, qu'il y a une table qui est là, ou un précipice, ou je ne sais quoi. Et donc, ça a l'air vraiment si solide. Ouais. Mais en réalité, ça n'existe pas à l'extérieur de l'esprit, tout en étant vraiment solide pour les stomatins. La différence, c'est que dans un rêve, tu peux taper contre une table et tu n'auras pas de bleu, et tu vas taper contre la table, tu l'auras pas main. Exactement. Et tu peux pleurer. Moi, ça m'est arrivé des fois. Mais c'est des émotions. Des émotions, c'est ça, les C'est une émotions. émotion, mais tu n'as pas un truc physique qui t'arrive. Ça peut arriver. Oui, t'as pas de bleu qui passe. Non, mais je veux dire, Si tu tombes, tu vas pas mourir. Alors que là, si tu tombes de la montagne, il y a peu de chances que tu restes en vie. Donc, c'est pour ça que je trouve que le long, ça va C'est pour ça que le rêve est un exemple, hein. On ne dit pas que tout est un rêve, hein. On Oui, dit mais je- c'est comme un rêve, hein. C'est un peu facile, Oui, mais mais ça réduit. oui, mais ça veut dire que c'est fabriqué par l'esprit, justement. Parce que, et que c'est des graines qui sont dans notre du coup, inconscient qui vont se révéler. Enfin, je sais pas, c'est les psychologues qui peuvent l'expliquer. Qui vont, voilà, se manifester, se traduire en rêve. Mhm. Donc ça correspond. Et ce que je veux dire, c'est que je comprends bien que c'est fabriqué dans notre esprit. Enfin, mais Oui. en rêve, on peut te tuer. Le lendemain, tu te réveilles. Là, dans la vie courante, on me tire une balle. Et ben, Je me réveillerai pas. pourquoi c'est pas vrai? Oui, c'est pour ça que c'est pas tout à fait les mêmes empreintes. C'est pas tout à fait les mêmes empreintes. Ça veut dire que si on nous assassine dans la réalité, eh ben, on va avoir d'autres graines qui vont s'activer, les graines des apparences de la mort, etc. Puis après les graines du bardo, et puis après les graines d'une autre vie, Ça etc. n'existe pas, c'est que de la nature de notre esprit. C'est-à-dire que dans un cas, il n'y a aucune conséquence parce que l'empreinte donne aucune conséquence, ce qui Oui, est un rêve. oui, Et dans l'autre cas, si c'est une empreinte, c'est dans la vie courante, il y aura des eh ben, il y aura conséquences. des conséquences. C'est Exactement. pour ça que ce décalage, moi j'ai du mal Oui. à le saisir. Tu comprends? Ouais. C'est pas le même type de graines. C'est pas le même type de graines. Et c'est parce qu'il y en a qui sont liés à l'action ou qui sont liés Ouais. ouais, enfin, je sais pas si on dit événements maintenant, réalité, dans ce qu'on vit, quoi. Et comme tout exemple, il a ses limites. Pour eux, c'est l'exemple parfait, mais il a ses limites. Comme chez les Prasangika, l'exemple du serpent, il a ses limites. Les Prasangika, l'exemple du serpent à la place de la corde. C'est un très bon exemple pour les Swatantrika, c'est le magicien, etc. Donc, c'est des très bons exemples, mais comme chaque exemple, ils ont des limites. Tout exemple a ses limites. C'est pour ça, c'est un exemple, c'est une analogie d'une certaine manière, mais une analogie, elle n'est pas le truc lui-même qui est analogue. Je sais pas si je me fais dire. C'est pour ça aussi, en fait, j'ai lu des moments, c'est 8 équivalents, et c'était dans le Time Sutra, je pense, qu'il a dit en anglais. Et en fait, c'est vraiment, c'est la première fois on retrouve ça dans le sutre de l'heure et les transmigrations. Mhm. Et donc, il y a tous les exemples, et dans ces sutres-là, le Bouddha, il dit que j'ai donné cet exemple pour illustrer ce point-là. Je peux trouver le texte, mais j'ai donné l'autre exemple comme en rosé. La rosée, ouais.
l'image d'un mirage et d'une arc-en-ciel et tout ça. Et chaque exemple, il y a ses qualités qui indiquent quelque chose, mais il y a aussi ses défauts. Oui, oui, Donc, c'est pour exactement. ça qu'il y en a plusieurs dans ce sutre-là qui expliquent tous les Oui, différents aspects de comment les choses existent réellement, mais aucun exemple qui est vraiment fiable. oui, oui, exactement. C'est tout à fait ça. C'est C'est exactement ça. tellement petit paramètre. Oui, C'est ça, c'est en que fait. un exemple est utilisé vraiment. Je me souviens même Venera Gendandu, Gengensen Alalanda avait aussi plusieurs fois parlé de ça. Elle avait dit que comme chaque analogie, chaque exemple a ses limites. Par exemple, il dit en tibétain, on dit tiens cette personne a le visage comme la lune. Ouais, donc ça veut dire un visage un peu rond, etc. Il dit on n'est pas en train de dire qu'elle a plein de cratères partout. Moi, je pensais que c'était comme lumineux, tu sais. Oui, lumineux, rond, blanc, pâle, etc. Mais il dit, comme tout exemple a ses limites, parce qu'on n'est pas en train de dire que la personne a des cratères sur le visage. Donc souvent il a dit, on m'a répété plusieurs fois au cours du débat. Donc c'est à chaque fois pour dire vraiment les exemples sont utiles pour un point particulier, pour dire qu'en effet, si tu cesses de rêver de la tasse, bah, il n'y a plus de tasse dans ta conscience d'une certaine manière. Et peut-être que quelqu'un d'autre va rêver d'une tasse. Pourquoi pas. Donc la tasse va être rêvée par quelqu'un d'autre quand toi tu n'y rêves plus. Donc c'est ça l'exemple qui est utilisé. Mais ça ne veut pas dire que ce soit en effet valide pour chaque point. Puisqu'en effet, le cas du rêve, il n'y a pas de conséquences. Oui, mais après, tu vois, tu as plusieurs déclinaisons aussi, parce que ce que tu peux voir dans un rêve, tu peux le voir aussi même quand tu es éveillé. Euh, et puis, ouais, ça va pas dans la conscience, mais justement, ça va pas non plus porter forcément une conséquence. Je sais pas C'est comment vrai que, par exemple, je sais pas moi, on vous dit, on va vous présenter quelqu'un, on vous dit, ah, cette personne a sauvé des vies. Quand vous voyez cette personne, vous ne faites pas que voir cette personne, vous apposez quelque chose sur l'identité de cette personne. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans certains cercles où quelqu'un a dit, ah tiens, il va y avoir quelqu'un qui va voyager avec nous. Oh, ah, cette personne est un peu comme ci et comme ça. Dès que tu vois la personne entrer, t'es pas neutre. Tu vas nécessairement appliquer l'étiquette que tu as entendue. Ah, elle est comme ci, elle est comme ça. Donc, forcément, tu apposes quelque chose. Donc, cette personne qui Mais t'apparaît comme ça, en dehors de ton esprit où elle est. c'est tes afflictions, c'est ta façon de passer. C'est pas forcément une empreinte, je veux dire. Oui, en effet, dans ce cas-là, pour les placements Guica, c'est pas une empreinte, mais pour le Sutamatra, oui. Ouais. Parce que, forcément, pour eux, sur toutes les formes, ils prennent ça au pied de la lettre, ils prennent au pied de la lettre les formes telles qu'elles sont décrites dans l'Abhidharma, comme quoi il y aurait des particules insécables, sans dimension spatiale, etc. Donc forcément, si vous associez une particule infinitésimale qui, en termes de dimension, est égale à zéro, vous en associez une infinité qui soit égale à zéro, qu'est-ce que vous avez au résultat? Zéro plus zéro, la tête à tout. Donc c'est pour ça qu'ils disent, bah non, comment est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de matériel là qui soit constitué de particules infinitésimales en dimension spatiale zéro? Parce qu'ils prennent ça au pied de la lettre, les personnes qui disent, il n'y a pas de particules infinitésimales zéro, mais il y a quand même des particules. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de dire que les choses sont une même nature avec la conscience. Pour eux, il y a bien une existence extérieure, de forme, de matière, etc., mais pas de matière constituée de particules égales à zéro en termes de dimension, tout simplement. Donc c'est une question d'interprétation des textes. Donc c'est un petit peu comme ça. Et donc les tutamatins vont dire, OK, il n'y a pas d'existence extérieure, mais l'esprit existe de manière inhérente. Et même les phénomènes, les natures imputées, etc. Les natures imputées n'ont pas d'existence véritable, mais ils ont une existence inhérente. Tout a une existence inhérente pour les non-prasangika. Il n'y a que les prasangika qui vont réfuter l'existence inhérente. C'est les seuls. Il y a une existence inhérente à cause de la conscience. Et Parce c'est que, véritablement. ouais, ça veut dire que, alors, exister de manière véritable, exister de manière inhérente, c'est pas encore la même chose chez les tutamatins. Parce que chez les tutamatins, il y a nécessairement une existence inhérente. Il y a- À l'intérieur de l'esprit. Oui, exactement. Et Exactement. Emmanuel Michael dit c'est à l'extérieur, il n'y a pas d'existence inhérente. Ouais, les prasangika. Il n'y a pas sans Oui, exactement. C'est là où on voit qu'il y a une différence entre l'externalité et la pseudo-externalité pour les stamata et la pseudo-existence inhérente pour les prasangika. C'est deux choses très différentes.
Il n'y a que les Prasangika qui réfutent l'existence inhérente, même conventionnellement. Ça veut dire que les autres écoles acceptent toute l'existence inhérente, nécessairement. Même si certaines réfutent l'existence véritable. Par exemple, les Chitamatra réfutent l'existence véritable des natures imputées. Et les natures imputées doivent exister de manière inhérente pour eux, puisque tout existe de manière inhérente. C'est la preuve que l'existence véritable et l'existence inhérente sont deux choses différentes. Ok, donc ça, oui, ça prend du temps. Idéalement, c'est de lire la page 39 de Meditation on Emptiness de professeur Jeffrey Hawkins. Page 39. Très, très bon tableau, vraiment exceptionnel. Même s'il peut y avoir des débats là-dessus. Et le grave avec toutes les classes qui existeront. Oui, des existants, des objets de négation, ouais. Ouais, c'est Oui, très, très bon, très bonne page. À elle seule, elle explique énormément de choses. que Six l'a traduit en français, je pense. Oui, exactement, oui, tout à fait. Ça a servi pour le PEBA, pour Mm. les écoles philosophiques. Mm. Mais après, la traduction française, oui, en effet, il faut revenir à chaque fois au tibétain et au sanskrit pour être sûr de savoir de quoi il parle. Idéalement, mais bon, après ça. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc, c'est là où, en effet, l'Astra 22 va dire, oui, il faut aussi se débarrasser des notions des concepts de saisie. Alors, comment ils le disent? C'est là, je suis en train de patauger. Ok, la pratique des bodhisattvas de ne jamais alimenter les concepts qui tournent autour des notions dualistes, ne pas entretenir la dualité. Ouais, parce que si on se dit que la personne, elle est en face, elle existe de son propre côté comme étant sympa ou pas sympa, qu'est-ce que ça va engendrer? Des afflictions, attachement, aversion, etc. Donc c'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas saisir, nourrir ces notions dualistes, de celui qui perçoit et de ce qui est perçu. C'est là où, en effet, on peut l'interpréter plus facilement Chittamatra. Objet et sujet, la non-dualité objet-sujet. C'est comme ça qu'on l'appelle aussi, la non-dualité pour les Chittamatrins, quand on dit la vacuité, on dit aussi la non-dualité. C'est-à-dire la non-dualité sujet-objet, ça veut dire que les deux ne sont pas des substances différentes, ne sont pas des entités différentes. C'est ça qu'ils veulent dire. Parce qu'elles viennent de la même empreinte, elles ont la même nature que la conscience. Oui, exactement. Elles n'existent pas à l'extérieur de la conscience, elles ne sont pas la cause de la conscience qui les appréhende. Et donc, en fait, il y a deux possibilités. C'est ça qu'il faut voir, ce que dit Acharya Dharmakirti. Il dit si deux phénomènes sont liés, si deux phénomènes sont liés, par exemple, la télé et l'ordinateur ne sont pas liés. Enfin, ils sont connectés par l'HDMI. Ok. On va dire la, Il est pas branché. La bouteille et l'écran. la bouteille et l'écran, voilà, la bouteille d'eau et Non, je l'ai vraiment spécifiquement, elle n'est pas branchée comme on Qu'est-ce qui n'est pas broché? sur l'alimentation. Ah oui, tout à fait. Ouais, parce que je laisse la batterie un peu. Ah voilà, on va dire ça. Le chargeur et l'ordinateur, ils ne sont pas reliés. Ça veut dire que ce qui arrive à l'un laisse totalement l'autre indifférent. Vous êtes d'accord? Deux tables ne sont pas liées. S'il y en a une qui est cassée, l'autre, ça va pas changer grand-chose pour elle. Elle vit sa vie de table, tout va bien, etc. Donc deux phénomènes, s'ils ne sont pas liés, ils sont pas liés. Maintenant, si deux phénomènes sont liés, essayez de voir si vous êtes d'accord avec moi, soit ils coexistent, soit ils sont séquentiels. Exactement. Soit ils coexistent, soit pas. C'est facile. Il n'y a pas de troisième possibilité. Essayez d'en chercher une. Vous avez 2 heures. Mais coexistent, ça veut dire Ça veut dire que ils sont, en même temps. en même temps. En même temps. Il est tout lié si on parle d'objet indépendant de l'autre, ils dépendent l'un de l'autre aussi. Voilà, s'ils sont liés. Exactement. S'ils sont liés, l'un dépend nécessairement de l'autre. On pourrait dire ça comme ça. Impact forcément sur l'autre. Exactement. Et s'ils sont liés, soit ils coexistent, soit pas. Soit l'un existe en même temps que l'autre, soit non. C'est facile. Ça peut être- Et si c'est à des moments différents, à ce moment-là, ils sont liés de manière causale, comme la graine et la pousse. La pousse dépend de la graine. Non? Oui. Ça joue ou pas? Oui, oui. Même en Italie? C'est Ouais, j'ai le c'est parce que le débat, il est pas sur un certain temps. Voilà. S'ils sont liés, hein. S'ils ne sont pas liés, il n'y a aucune raison que l'un soit la cause de l'autre. La bouteille n'est pas la cause de l'écran n'est pas la cause de la bouteille, ils ne sont pas liés. Et s'ils sont liés et qu'ils ne coexistent pas, l'un existe nécessairement avant l'autre. Donc le premier est la cause de l'autre.
s'ils sont liés. S'ils sont liés et qu'ils ne sont pas séquentiels, ils doivent nécessairement exister en même temps. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas 36 000 possibilités. Soit deux phénomènes qui sont liés existent en même temps, soit pas. Il n'y a pas une troisième possibilité. Si, même au CERN, il y aurait une troisième possibilité ou pas? Non, hein? Ok, c'est deux phénomènes existent en même temps ou pas. C'est d'accord? Il n'empêche que Je comprends bien. Ah, tu comprends pas? Ok. Ça veut dire que, par exemple, est-ce que la bouteille et la tasse sont liées? Est-ce qu'elles sont reliées l'une à l'autre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation entre l'eau dans le sens où ce qui arrive à l'une va influencer ce qui arrive à l'autre? Est-ce que c'est possible? si tu verses de l'eau dans l'huile, mais non, non, c'est une blague. Non, Hein? Par exemple, si vous avez deux tables l'une à côté de l'autre, ce qui Oui, c'est arrive à vrai. l'une, Donc, le bouteille et le verre sont pas liés, mais le contenu de la bouteille, le contenu de la verre. décide de verser dans ce verre-là. Oui, Si oui. tu décides de verser dans un autre verre, effectivement, Ouais. il y en a un qui descend Oui, oui. Et c'est un bon exemple, non, verse. les deux possibilités. alors par exemple, est-ce que là, l'eau dans la bouteille et l'eau dans le verre sont liées ou pas? C'est pas mal. Exactement, c'est plus la même. L'eau qui est dans la tasse n'est plus du tout l'eau qui est dans la bouteille. Donc, c'est deux eaux différentes. Donc, elles ne sont plus liées. Ok, Oui, il très y bien. a 2 secondes, que c'était le rouleau dans la bouteille. Ah, tout à fait. Ça, j'ai accepté. D'accord, c'était l'eau dans la bouteille. Maintenant, ce n'est plus l'eau dans la bouteille, c'est l'eau dans le verre. Donc, la bouteille et le verre ne sont pas liés. On pourrait dire deux tables, c'est facile. Deux tables, elles ne sont pas liées. Ouais, si vous Et voulez. encore que là, si tu veux les chercher plus loin, c'est le même bois. Alors, pas nécessairement, ça pourrait être le même bois, parce Mm. elles sont un même type de substance. Voilà. Diélectrique en tibétain. Elles sont un même type de substance parce qu'elles sont produites par la même cause substantielle. Malgré tout, elles ne sont pas liées. Parce que elles ne sont pas liées en temps réel, dans le sens où ce qui arrive à l'une laisse totalement l'autre indifférente. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Mais elles ont quelque chose en commun. Ça veut dire qu'elles sont produites par la même cause substantielle. Ça, c'est tout à fait possible. Très bien. OK. Je disais ça aussi juste parce que c'était peut-être ces exemples, ces sutras, je vais vous lire parce que bon, c'est très pertinent. Et c'est par rapport à ce qui se transmet, en fait, c'est quoi qui transmet entre une Oui. et une autre. Et il y a 8 exemples que Nagarjuna a aussi cités dans son texte. Donc, c'est les énergies de récitation, d'une langue, d'une stane, Du saut. ouais, en miroir, le son en écho, en loupe et une graine. Et le concept d'un goût amer. OK. Donc, tous ces exemples-là, c'est de explique comment, c'est quoi qui transmet d'une langue. OK. Ouais, très bien. Il n'y a pas la flamme d'une bougie? Dans cette ça, non. D'accord. Ah ouais, non, il y a une lampe, mais Ah, une c'est lampe, pas OK. une Bon, lampe, ça joue aussi. une- Parce que là, à l'époque, c'était des lampes avec Ouais. c'était du feu. OK, très bien. Donc, très bien. Donc, c'était pour les exemples par rapport à ce qui passe d'une vie à l'autre. OK. Donc, en effet, ici, si on garde à l'esprit que si deux phénomènes sont liés, soit ils coexistent, soit non. Soit ils existent en même temps, soit l'un existe avant l'autre. Vous êtes d'accord? Mhm. Ça joue? OK. Donc, s'ils sont liés et que l'un existe avant l'autre, eh ben, ils sont liés de manière causale. C'est-à-dire que celui qui existe en premier est nécessairement la cause de l'autre. C'est-à-dire que s'il n'était pas là, si la graine n'était pas là, il n'y aurait pas la pousse. C'est pourquoi la pousse est liée par la graine de manière causale, est liée à la graine de manière causale. Ouais. Et donc, les deux sont nécessairement différentes. Elles sont même contradictoires. Une pousse ne sera jamais une graine. Et une graine ne sera jamais une pousse. Donc, la cause et l'effet peuvent être contradictoires. Du moment qu'ils sont liés de manière causale, tout va bien. Ouais, donc ça, c'est très important. On pourrait dire, un être conscient deviendra un Bouddha. Un être conscient est contradictoire avec un Bouddha. Un Bouddha est contradictoire avec un être conscient. Et malgré tout, l'un est la cause de l'autre. C'est ce que dit Lama Tsongkhapa. Il dit, si on ne pouvait pas
avoir une cause et son effet qui sont contradictoires, alors à ce moment-là, personne ne peut s'éveiller. Puisque tous ceux qui s'éveillent sont d'abord des non-Bouddhas. Elle doit l'être, nécessairement. Si on disait que la C'est pour cause, ça que je trouvais le mot contradictoire. c'est même contradictoire, c'est-à-dire que rien dans l'univers ne sera à la fois une cause et son effet. À part, dans certains cas, dans les débats, où il y a vraiment des cas très spécifiques dans les débats, où on met ça de côté. Mais sinon, dans 99,99999 des cas, une cause et son effet sont nécessairement contradictoires. Si c'est la cause, ce n'est nécessairement pas son effet. Si c'est cet effet, ce n'est nécessairement pas sa cause. Ouais, Donc, ça contrebat l'argument de justement dire que l'être éveillé, que la graine de la vacuité est forcément née que la manifestation, pas que le produit de cette graine-là soit similaire. Moi, j'arrive plus et ça ne contredit pas la nature de type similaire entre la cause et son effet, exactement. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir un épi de maïs qui vient d'un pépin de pomme. C'est Oui. impossible. Mais justement, l'argument qui était contré des Chitamatans, c'était ça, c'était Oui. ok, il y a une vacuité, Ouais. forcément qu'elle a été La perception créée directe de la par vacuité doit être créée par une graine de type similaire, un type exactement. similaire, mais qui est contradictoire. Exactement, qui doit l'être. Une graine, c'est quoi une graine? C'est un composé non associé. C'est un impermanent qui n'est ni matière ni conscience. Or, la perception directe de la vacuité est de la conscience. Ok. Donc, elles doivent être contradictoires nécessairement. Et il n'empêche que l'une est de type similaire dans le sens où c'est la graine d'une perception directe de la vacuité. Ça ne peut pas être la graine d'une perception directe d'une table qui va produire cette perception directe de la vacuité. Oui. Exactement comme le pépin de tomate va donner un pied de tomate et pas un pied de maïs. C'est intéressant, hein? Pour ceux que ça intéresse. C'est exactement ça. Ça veut dire que c'est la causalité du point de vue bouddhiste, c'est extrêmement précise et extrêmement important, justement pour démontrer ces phénomènes-là. Pour dire qu'en effet, on doit avoir non seulement pas une cause, il y a nécessairement une cause à un effet, ça c'est sûr. Il n'y a pas d'effet sans cause, c'est le premier point. Et il doit y avoir une cause de type similaire, et en plus pas une seule cause. Il y a toujours un ensemble causal. C'est ça qui est très important dans la tradition bouddhiste. Donc maintenant, on a dit, OK, si deux phénomènes sont liés et qu'ils ne sont pas causaux, elles sont liées par la même entité. C'est-à-dire que l'un ne peut pas survivre à l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est pareil pour, si on dit une conscience qui observe une table, sans la table, est-ce qu'on aurait une conscience qui observe une table? Non. Et sans la conscience qui observe une table, est-ce qu'on aurait une table? Non plus. Donc, c'est pourquoi là, elles sont une même entité aussi. L'un ne peut pas survivre à l'autre. C'est ça que ça veut dire, être une même entité. Ça ne veut pas dire que la conscience soit une table ou que la table soit une conscience. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, comme l'amour et le mariage. Non, je rigole. OK. Très bien. Est-ce que ça vous parle? Bravo. Et ensuite, le texte dit que, en effet, donc perçoit et perçu, c'est de ça qu'il s'agit. Le perçoit et le perçu sont une même entité. Il n'y a pas de dualité dans le sens, ils ne sont pas des entités séparées. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que l'un soit l'autre. Hein? S'il y a le sujet, il y a l'objet qui est perçu. Voilà. S'il y a l'objet qui est perçu, il y a l'objet, le sujet qui perçoit. Et en temps réel en plus. Oui. Pour les Chittamatra, c'est en temps réel. Pour les Prasangika, non. C'est ça qui est intéressant. Pour les Prasangika, l'un est la cause de l'autre. La tasse est la cause de la conscience visuelle qu'il apprend. Ouais. Mais tout ça pour dire en fait que voilà, il ne faut pas perdre son temps à- à- à s'attarder sur des notions dualistes, quoi, en fait. Dans le sens où on se dirait, bah tiens, il y a des gens qui sont sympas de leur propre côté sans que je les trouve sympas, C'est ça, en fait, ou des gens ennuyeux ou chiatiques, et sans que je les trouve chiatiques. Je les trouve. parce que tout ça, c'est fabriqué parce qu'on perçoit et comment on est perçu, Et donc, et qu'on ne s'en sort pas, quoi, finalement. alors que si on s'entraîne et qu'on se dit, tiens, je vais essayer de voir plutôt le positif, etc., on s'entraîne à planter des graines ou à nourrir des graines qui sont plutôt en accord avec ce qu'on veut obtenir, le bonheur. Ah ouais,
C'est ça qui est important, quoi. Oui. C'est une liste. Exactement. Et ensuite, en sachant que toutes les apparences sont notre propre esprit, là aussi, on peut l'interpréter de Chitamatra, on va dire Baka. C'est tout à fait ça. Ouais. Alors, que la nature de l'esprit est à jamais libre des limites de la conceptualisation. Ouais, donc là, Allez-moi vite. donc là, toutes les apparences sont notre propre esprit. Comme on a dit, ça ne veut pas dire que ce soit exactement la même chose, hein, comme on a dit, hein. Une tasse n'est pas de la conscience. La conscience n'est pas une tasse. Ouais, quand le Bouddha perçoit Subhuti, Shariputra, etc., son esprit ne devient pas le vénérable Subhuti ou le vénérable Shariputra. Ouais, donc on n'est pas en train de dire que il n'y a pas de différence entre l'esprit et ce qu'il appréhende. Il y a une différence. Ça, c'est très important. Ils ne sont pas un. S'ils existent et qu'ils ne sont pas un, ils sont nécessairement différents. Ok, ça c'est très important. Très bien. Et donc, on a dit sujet-objet, ok. Donc, en effet, on dit les apparences sont notre propre esprit. On peut l'interpréter du point de vue madhyamika. Hein, comme on a dit, c'est en dépendance de l'esprit qu'on a l'objet, etc. On peut très bien dire que c'est en dépendance de la façon dont on est bien disposé. Si on est bien disposé à l'égard de quelqu'un, eh ben forcément, ça va être un ami. Si on est mal disposé vis-à-vis de quelqu'un, ça va être un ennemi, etc. Donc, c'est là aussi, on peut voir que les apparences sont notre propre esprit, sans le prendre au sens littéral du Chitamatra. Ouais, ça vous parle? Ok. Et ensuite, la nature de l'esprit est à jamais libre des limites de la conceptualisation. Ça veut dire quoi? On peut l'interpréter différemment. Ouais, ça veut dire que la nature de l'esprit, idéalement, si on veut l'observer, ça devrait être sans concept. Ouais. Si on veut observer l'esprit en temps réel, si vous voulez pratiquer le Mahamudra, vous voulez méditer sur la vacuité de l'esprit, c'est ça le Mahamudra. Il ne faut pas confondre à se dire le Mahamudra, c'est juste méditer sur l'esprit. Ça, pas du tout. Ça, même les non-bouddhistes y arrivent très bien. Ouais, donc, il ne faut pas confondre les choses. Le Mahamudra, c'est la vacuité de l'esprit en particulier. Ouais, ça, c'est très, très important de faire la part des choses. Donc, si on veut méditer sur la vacuité de l'esprit, il faut d'abord savoir ce qu'est la base qualifiée par la vacuité. Donc, il faut réaliser d'abord ce qu'est l'esprit, en temps réel et sans concept. Sinon, on médite sur un concept de ce qu'est l'esprit. Ça n'a rien à voir. Ouais, donc, on est censé méditer sur l'esprit lui-même pour ensuite méditer sur sa vacuité. C'est comme ça qu'on essaie de faire pour le Mahamudra. Et on peut l'interpréter comme ça, et on peut dire libre des limites de la conceptualisation, ça veut dire libre des limites de la réification. Parce que la conceptualisation, elle peut être comprise d'une manière diverse et variée. La conceptualisation, tous les concepts ne sont pas malsains. Tous les concepts ne saisissent pas l'existence réelle. Il y a beaucoup de concepts qui sont en accord avec la réalité. Ouais, sinon il n'y aurait pas de méditation analytique. Ça ne servirait à rien. Si on disait n'importe quel concept saisit l'existence réelle, saisit l'existence inhérente, etc., eh ben, ce serait encourager la saisie que de penser. Donc il ne faudrait surtout pas penser. C'est ce que disait Hachang Mahayana, du temps de Acharya Kamala Shila au Tibet. Ouais, qui disait il avait une vue du Chan, l'ancêtre du Zen. En fait, il avait une vue pervertie du Chan. Il prenait une quiétude mentale, un non-engagement mental. Sammitroha en tibétain. Un non-engagement mental. Il fallait penser à rien. Ce qui disait, si on pense même à quelque chose de vertueux, eh ben, on saisit l'existence inhérente de cette vertu. Alors qu'il disait exactement comme vous vous faites mordre par un chien enragé noir ou par un chien enragé blanc. De toute façon, les deux sont enragés. Vous avez un soleil blanc, un nuage blanc ou un nuage noir. De toute façon, les deux couvrent le soleil. Donc, que ce soit une pensée non vertueuse ou une pensée vertueuse, de toute façon, elle saisit l'existence inhérente. Donc, il ne faut pas penser, même pas avoir de pensée vertueuse. C'est ça qu'il disait, c'est ça le quiétisme de Hashang Mahayana. Et ça, c'est totalement incorrect. Une saisie d'existence inhérente est nécessairement un concept, mais si c'est un concept, ce n'est pas nécessairement une saisie d'existence inhérente. Une saisie d'existence inhérente est nécessairement un concept, une conception fausse. Mais si c'est une conception ou un concept, ce n'est pas nécessairement une saisie d'existence inhérente. On peut avoir un concept qui réfute l'existence inhérente. Non? J'espère. Rarement. Oui.
Et pour la Tsongkhapa, il y a même un troisième mode d'appréhension conceptuelle, ni ne saisir activement l'existence inhérente, ni la réfuter, en pensant simplement à l'objet lui-même, la simple tasse, la simple pousse, la simple personne. Dans ce cas-là, on ne saisit pas nécessairement l'existence inhérente et on ne réfute pas non plus nécessairement l'existence inhérente. C'est juste penser à la simple personne. C'est le troisième mode conceptuel. Observer un phénomène, Observer conceptuellement. Conceptuellement. Ouais, c'est un mode d'appréhension conceptuelle. sans porter de jugement. Tout à fait. Exactement. Et ça, c'est très important de le vérifier par soi-même dans notre expérience. De se dire, ce n'est pas parce que je pense à quelque chose que je saisis l'existence inhérente, pas nécessairement. Je peux réfuter l'existence inhérente si on étudie le Madhyamaka, si on raisonne, on emploie les raisonnements dans les traditions classiques, etc. On réfute l'existence inhérente. On ne peut pas à la fois réfuter et saisir l'existence inhérente, c'est impossible. Ça, c'est encore deux contradictoires qui ne peuvent pas demeurer ensemble, comme le chaud et le froid. C'est impossible. On ne peut pas saisir activement l'existence inhérente et la réfuter en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Ou ça peut être ni l'un ni l'autre. Mais sauf que notre perception directe, ça a une existence inhérente, même si intellectuellement on peut Oui. faire toute l'analyse. Donc, Exactement. Il y a toujours l'apparence de l'existence inhérente. De toute façon, tant qu'on ne sera pas éveillé. Mais, comme on a dit tout à l'heure, entre l'apparence d'existence inhérente et la saisie active, c'est deux choses extrêmement différentes. C'est-à-dire que le même... saisie active, c'est pas égal à la perception directe. Non, non. Une saisie, non, c'est conceptuel. Une saisie, c'est conceptuel. Ouais. En général, une saisie, graha ou dzima du bêta, c'est conceptuel. Ça veut dire que c'est comment notre esprit appréhende activement tel ou tel objet. Ouais. Mais Et c'est pas jugement. alors, il peut y avoir jugement, c'est tout à fait possible. S'il y a un jugement, c'est conceptuel aussi, de toute façon. Mais c'est pas parce que c'est conceptuel que ça doit être un jugement. Ça, c'est important de le voir. On peut dire, par exemple, on pourrait même dire que, ouais, si on allait dans les détails, mais on va peut-être pas aller dans les détails. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que observez par votre propre expérience quand vous pensez à quelque chose. Est-ce que vous pouvez en même temps affirmer l'existence absolue et réfuter l'existence absolue en même temps, hein. Pas séparément, parce que séparément, c'est facile. Le matin, le soir, en même temps. Dans un certain sens, oui. Alors, ça me rappelle, pour l'exemple, je sais qu'il y a une scène dans la Matrix où il y a quelqu'un qui est pris par les méchants. Oui, Et ils vont, en fait, il va recevoir tous les plaisirs sensoriels illimités, ok, mais il sait qu'il est dans la Matrix, donc il sait qu'il y a un truc dans la tête, il sait qu'il rêve complètement, oui, mais il va trahir une vidéo pour avoir des steaks oui. et tout ça. Donc lui, il a cette scène où il dit, je sais que cette steak que je suis en train de manger n'est pas réel, ça n'existe pas, mais le goût est tellement bien que je vais... Exactement, ça Et veut nous, dire, on fait ça. ça c'est la différence entre l'apparence et la saisie. Oui, mais dans ce sens, Par exemple, tu vas au cinéma 3D, par exemple, tu vas au cinéma 3D, etc. Tu sais très bien que tu as mis des lunettes 3D, etc. Tu sais Oui, très oui. bien que ça vient. Mais tu peux très bien profiter d'un magnifique paysage, Oui, mais dans etc. ce Tu sais que c'est... sens-là, on a un peu les Parce que deux. là, c'est pas la même chose. Là, tu as l'apparence, mais Ouais. pas la saisie. Mm. C'est deux choses Je différentes. saisis, Et lui, le secte, celui qui fait les plaisirs du secte, Oui, trahit, mais par connaissance. il est conscient de Conscient, de donc se il sentir n'a pas, lui-même. donc il n'a pas la saisie. il n'a Là, pas la c'est saisie, il n'a que l'apparence. C'est la neige Parce rose. que si Ouais, c'est d'accord. Oh, exactement. Ouais. s'il est que dans la matrice, et Oui. que ça vient comme ça, et que nous, c'est super, c'est génial, qu'il en veut encore, bah, il a que la saisie. Il voit ça comme un steak, c'est nous. Et puis, Oui, c'est ça où c'est là en effet. Tu peux avoir l'un ou l'autre. Mm. Mais saisie, tu peux c'est pas. spécifiquement. La saisie, ça veut dire, activement, par exemple, dans Matrix, Ouais. il peut pas se dire, ah, si c'est vraiment un steak, et en même temps, ah non, c'est pas vraiment un steak. Il Mm. peut pas se dire ça, c'est impossible, c'est soit l'un, soit l'autre. Par contre, il peut se dire, oui, ce n'est pas vraiment un steak parce que je sais que je suis dans la matrice, Mm. mais l'apparence du steak apparaît, ça, il peut très bien l'avoir. Les deux ne sont pas contradictoires. Hein? Il adhère plus.
Il y a l'apparence, mais il n'adhère plus. Comme disait Marco, c'est comme l'histoire de la neige rouge ou la neige bleue. Ouais, quand on met des lunettes teintées, on voit la neige qui est de couleur bleue, mais on sait très bien qu'elle est de couleur blanche. Donc on ne va pas saisir, ah tiens, aujourd'hui la neige est de couleur bleue. Non, on ne va pas le saisir. Ouais, exactement comme pour la matrice. Il sait très bien que ce n'est pas un steak. Mais l'apparence se manifeste quand même. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais on ne peut pas se dire en même temps, ah si, la neige est bleue, ah non, elle n'est pas bleue. En fait, c'est quoi le saisir, c'est pas pour le Oui, croire, adhérer, conceptualiser. Mais c'est juste que des fois, on fait un peu le choix que je sais que c'est pas vrai. Enfin, je sais que le chocolat t'as pas n'importe quel problème, mais je vais m'engager quand même. Oui, Parce que le plaisir est tellement bon. exactement. Parce qu'il y a un autre mode d'appréhension dans ton esprit. Tu vas être focalisé sur le sucre, sur le plaisir, etc. Plutôt que sur l'aspect, qu'est-ce que ça va engendrer au niveau des... tu peux te permettre, tu n'as pas de bourrelet. Mais tu fais très bien de dire, OK, je peux me laisser aller parce que j'ai encore de la marge. Tu peux très bien te dire ça, pourquoi pas. Mais en effet, on ne peut pas se dire, par exemple, que en même temps, par exemple, bah, la couleur du bouchon, conceptualiser activement, tiens, la couleur du bouchon est bleue, et en même temps se dire non, elle n'est pas bleue. Ça va alterner, nécessairement. Ça peut être très rapide, hein. On a l'impression que c'est en même temps, mais c'est pas en même temps, c'est impossible. C'est ce que disait Alfred de Musset. Il faut bien qu'une porte soit ouverte ou fermée. C'est-à-dire que ça ne peut pas être en même temps ouvert et fermé. Ça peut être le matin ouvert et fermé le soir. Mais en même temps, on ne peut pas se dire c'est bleu et c'est pas bleu. Par contre, on peut se dire ah, c'est pas bleu et que ça paraisse comme étant bleu. Ça c'est tout à fait possible. Ouais, est-ce que ça joue pour vous? Ça, c'est très important de voir qu'un concept ne peut pas appréhender deux trucs opposés en même temps. Ça, c'est très important. On ne peut pas avoir plusieurs concepts en même temps. C'est ce que dit Lama Tsupa quand il parle des vœux monastiques, etc. Il dit on ne peut pas rompre plusieurs vœux en même temps parce qu'il faudrait avoir plusieurs concepts en même temps. Et donc, ça, c'est impossible. Et ça doit être séquentiel. OK, très bien. Donc ça, c'est très important de vérifier ça. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on réfute l'existence inhérente, on ne peut pas en même temps la saisir. Mais vu que c'est conceptuel, on peut très bien penser à la vacuité d'existence inhérente. Vu que c'est conceptuel, la vacuité d'existence inhérente va continuer d'apparaître comme si elle existait de manière inhérente, puisque c'est conceptuel. Il y a toujours cette apparence dualiste. Et il n'y aura pas la saisie. C'est ça qui est très important. Tout concept n'est pas nécessairement un objet d'abandon. Même si un Bouddha n'a plus de concept, ça ne veut pas dire qu'un concept soit un objet d'abandon, puisque Bodhicitta est un concept. Bodhicitta est conceptuel, même pour un bodhisattva de 10e bhumi. C'est dans la saisie. C'est exactement ça. C'est est-ce qu'on saisit activement l'existence inhérente ou pas? Et c'est de ça que parle le texte quand il dit libre des limites de la conceptualisation. Ça veut dire libre des limites de certaines conceptualisations, celles qui saisissent l'existence inhérente. C'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le chapitre 18 à la strophe 5, quand il dit que les conceptualisations viennent des réifications. Te prapanchat, prapanchastu shunyatayam nirodhyate. Quand il dit ces attentions inappropriées viennent des réifications, donc des conceptualisations très spécifiques, des conceptions d'existence inhérente. Et ces conceptions d'existence inhérente cessent dans la vacuité. Ces concepts en particulier. Ce sont ces concepts-là qu'il faut éradiquer. Mais n'importe quel concept n'est pas un objet d'abandon, puisque le renoncement, bodhicitta, etc., l'amour altruiste, c'est conceptuel. Même si c'est un aspect affectif de notre esprit, et ça reste conceptuel. C'est ça qui est intéressant. Mais la limite de la conceptualisation, parce que c'est ce qui ne peut pas être saisi. En fait, c'est ça les limites. Et ça veut dire que, exactement, ça veut dire que c'est nos conceptualisations de l'existence inhérente, c'est ça qui nous limite. C'est ça qui engendre le voile afflictif, etc. Ça fait partie du voile afflictif. Et donc, il faut s'en débarrasser. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Grâce à la sagesse de la vacuité, qui, elle, réfute l'existence inhérente, qui, au début, est conceptuelle. Si on disait que n'importe quel concept saisit l'existence inhérente, ça veut dire que même la sagesse de la vacuité, qui réfute l'existence inhérente, en même temps, elle la saisit, ce qui serait totalement impossible. Ça, c'est très important. Ne peut Très, pas très. saisir la scène de ne peut pas saisir. Exactement. Mais, vu qu'elle est conceptuelle, la vacuité qui est comprise par cette sagesse continue d'apparaître comme si elle existait de manière inhérente. Il y a encore ce filtre.
Mais cette sagesse de la vacuité ne saisit pas cette apparence-là, puisqu'elle est en train de la réfuter. Et ensuite, s'il y a une réalisation directe de la vacuité, il n'y a même plus l'apparence existentielle inhérente. La vacuité se montre exactement telle qu'elle est. C'est pourquoi c'est une vraie vérité. Quand on dit vérité ultime, vérité conventionnelle, la vacuité est vraie, parce qu'elle se montre exactement telle qu'elle est pour une perception directe qui l'appréhende. C'est la seule, parce que les vérités conventionnelles se manifestent à l'opposé de ce qu'elles sont. Ouais, ça vous parle? Je suis en train de vous embrouiller. Ça veut dire que c'est très clair. Il y a même une question à se poser. Et même pour le yogi qui a une réalisation directe de la vacuité, il n'a pas encore fini. Il y a une question qui est posée, je crois, à un moment donné, c'est dans la série avec la Vénérable Tottenham Children et sa sainteté. Je ne sais plus dans quel volume, mais à un moment donné, je crois que c'est la Vénérable Tottenham Children qui rapporte ça, qui pose la question, qui dit, mais jusqu'à quand il faudra analyser, étudier, etc. Et sa sainteté dit, les Arya Bodhisattvas, ils continuent d'étudier et d'analyser jusqu'au quatrième volume. Et il fait bien le signe 4. Donc ça veut dire que même quelqu'un qui aura une réalisation directe de la vacuité, ça ne veut pas dire qu'il va cesser d'analyser la vacuité, de l'étudier, il va continuer. C'est aussi une sagesse transcendante, sa réalisation conceptuelle de la vacuité. Mais il continue jusque l'étape de plus d'apprentissage. Alors, sa sainteté dit jusqu'au quatrième bhumi. Alors, après, on pourrait se dire que pourquoi pas, jusqu'au dixième bhumi, pourquoi pas, à la rigueur. Ouais, tout à fait. Mais Mais je sais pas pourquoi, ouais, sa sainteté parle peut-être de l'étude, c'est Ouais. possible. Ouais, il faudrait vérifier. Mais en effet, il y a toujours la méditation analytique qui va engendrer à nouveau une réalisation directe de la vacuité. Donc, la sagesse transcendante, elle ne réfère pas que, elle réfère principalement à une réalisation directe de la vacuité chez les bodhisattvas, mais pas que. Sinon, ça voudrait dire que la sagesse qui analyse la vacuité ne serait aucune des perfections, puisqu'elle est conceptuelle et qu'elle n'est pas les autres perfections. Enfin bref, ok. Perfection. C'est une, deuxième, c'est la deuxième perfection. Oui. Chaque perfection est parachevée, pour les prasangika, chaque perfection est parachevée sur chaque bhumi. Ouais, le quatrième, ce serait donc jusqu'à l'effort enthousiaste. Donc, je ne sais pas pourquoi, quand l'effort enthousiaste est parachevé, pourquoi ensuite il n'y aurait plus besoin de l'étude. Peut-être qu'il y aurait encore besoin de l'analyse, j'imagine. Et l'étude, peut-être plus. C'est une grosse question, ouais. Mais en tout cas, oui, pour les placements Gika, les perfections sont actualisées avant l'éveil. Pour les soins tantrika, uniquement au moment de l'éveil. Elles auront été parachevées. Ils parlent au passé, les soins tantrika. Ok. Très bien. Ouh là là, on était dans des trucs très croustillants. Et on n'a pas fait de pause. Oh là 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 là. Comment on va faire? est-ce que Fanny a des questions? Est-ce que Fanny, tu as des questions? On t'entend pas. On t'entend pas. La question, c'est mais quand est-ce qu'il va s'arrêter? C'est gris, c'est qui est pas évident à comprendre. Ah oui, ouh là là, oui. Oui, tout à fait. Est-ce que- Que c'est pas évident à comprendre. Ouais. Oui, exactement. Explique-lui un peu que c'est dans le cas que beaucoup de gens qui ont utilisé ça. Ah oui. Parce que c'est la deuxième fois qu'ils viennent. Ah, c'est ta deuxième fois. Ok, donc c'est pour ça, ouais, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont suivi pas mal de sessions et tout, donc ils ont un certain background, on pourrait dire. Donc c'est pour ça que je me préoccupe pas trop. En général, on m'entend souvent répéter, ouais, ça vous parle, ça vous parle, parce que je tiens beaucoup à ce que les gens puissent suivre. Puis là, en fait, je m'en suis pas trop préoccupé parce que je me suis dit, bah, il y a plein de gens qui ont suivi plein de trucs, mais j'aurais dû insister là-dessus, dire, est-ce que ça vous parle? Et puis surtout oser le dire si ça vous parle pas. De dire, ok, tu peux calmer les chevaux, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit là? J'ai pas vraiment suivi. Faut surtout pas hésiter. Mais vraiment désolé si on est parti dans des trucs un peu complexes. Euh, Ça peut arriver parfois, mais moi non plus, je comprends pas tout ce que je raconte de toute façon.
Oui, oui, ça va vite. Et puis, surtout pour Fanny qui n'entend pas ce que vous dites, donc forcément, ça doit pas être, ça doit être un défi en plus, forcément. C'est vrai on trouve un micro multidirectionnel Mhm. un jour. Mhm. Ok, très bien. Et donc, on va certainement, on finit à 16 heures, c'est ça? Donc, on a presque fini, finalement. On n'a pas eu de pause, désolé. Et donc, demain, on va essayer de continuer avec la suite. N'hésitez pas à réfléchir à ces points-là, essayer de vous demander, OK, est-ce que quand je perçois quelque chose, que ça engendre des sensations chez moi, des réactions chez moi, est-ce que c'est parce que c'est là de manière purement objective, ou est-ce que c'est parce que je suis plus vulnérable parce que j'ai moins dormi, ou je suis plus vulnérable parce que il m'arrive ceci ou cela, ou parce que je me suis embrouillé avec quelqu'un, donc je suis plus chafouin, donc plus irritable, ou est-ce que je prends mieux les choses parce que je suis plus détendu, parce que j'ai eu une bonne nouvelle, etc. Et donc, de voir que finalement, le contenu de nos expériences dépend principalement de ce qui se passe à l'intérieur, plutôt que là, de son propre côté, de manière purement objective. On peut se rendre compte, ouais, quand on a exactement la même situation à laquelle on a fait face plusieurs fois, etc. Est-ce qu'on a toujours réagi de la même façon? J'espère que non. Parfois, c'était pire. Parfois, c'était mieux. Ouais, si c'était inéluctable, que ça venait nécessairement de l'objet là à l'extérieur, on n'aurait pas le choix. Le même truc qui nous vrille les nerfs, eh ben, il nous vrillerait les nerfs à chaque fois, nécessairement. Le même truc qui nous fait plaisir à chaque fois, au lieu d'être perçu de manière plutôt neutre, etc., etc. Si ça ne dépendait que de l'extérieur. Or, on peut tous voir que même chez une même personne, exactement le même objet sera perçu différent en fonction de causes et de conditions. Moi, je sais si je dors mal, je suis plus vulnérable. Si ma mère me fait répéter trois, quatre fois, au bout d'un moment, je vais commencer à soupirer. Et donc, elle le sait. Donc, souvent, elle fait oui, même si elle n'a pas compris. Ah. Donc, des fois, c'est pire parce qu'il faut que je le répète de toute façon, mais à retardement. Donc, c'est intéressant de voir comment on fonctionne. OK, très bien, très bien. Et donc, c'est là où justement on se dit, ben, finalement, si, euh, en effet, on ne peut pas nier l'existence de conditions extérieures, hein. On ne peut pas nier ça. Alors, dire, ah, si, tout est une vue de l'esprit, tout est à l'intérieur, etc. Il n'y a pas de personnes caractérielles à l'extérieur, il n'y a pas de personnes sympas à l'extérieur. Ce serait à l'extrême. Il y a des conditions à l'extérieur, mais elles ne sont pas les plus importantes. Elles sont comment on dit ça, des triggers, Déclenche. des déclencheurs, merci. Elles sont des déclencheurs, mais ce ne sont pas les causes principales de ce qui nous arrive. Les causes principales de ce qui nous arrive, c'est notre attitude. Mais en plus, c'est assez difficile de trouver. C'est impossible, effectivement, mais conventionnellement, c'est assez difficile de trouver un personne, en tout cas, qui est objectivement une mauvaise personne, parce Oui. qu'on prend toujours l'exemple de Trump, mais c'est non, mais c'est incroyable. Oui. Que les personnes qui l'adorent, Mm. pour eux, il est magnifique, il est le plus intelligent, le plus stratégique, tout ça. Et pour nous, je pense que c'est un beau fond ridicule. Oui, Et les débuts, ils sont tellement opposés. exactement. Enfin, il y a plein d'autres exemples, mais Tout à fait. c'est assez pertinent. Donc, quelque chose comme ça qui est assez solide dans quelqu'un, une personne humaine. Oui, Donc, je trouve que c'est assez difficile vraiment de trouver une chose qu'on peut dire. purement objective, ouais. Objectif. Tout à fait. Exactement. Trump est un très bon exemple. Exactement. Ouais, et ça peut fonctionner pour tout, exactement, ouais, tout à fait. C'est ça qui est intéressant, ouais, de voir s'il y avait vraiment quelque chose de purement objectif comme ça, même ses proches le verraient comme un clown. Mm. Un clown pas très... enfin bon, après, on va pas insister sur Mais en effet, même ses proches le verraient exactement comme nous, ou nous le verrions exactement comme ses proches, s'il avait une existence purement objective. Donc c'est bien la preuve qu'en effet, il n'a pas d'existence purement objective, même si on peut se dire que intersubjectivement, c'est pas bien d'insulter les gens parce qu'ils te plaisent pas, c'est pas bien d'aller balancer des bombes, etc., parce que tu as du pouvoir, etc. On peut quand même se dire que intersubjectivement, il y a des choses qui ne se font pas. Mais ça ne veut pas dire que, en effet,
Trump est une existence objective de clown ou une existence objective de personnes super, etc. Ça, tout à fait. Exactement. Ouais, c'est très important. Et donc, forcément, si on a des facteurs externes et les facteurs internes, ouais, comme on avait dit précédemment, les facteurs externes qui peuvent être des déclencheurs de nos sensations agréables, désagréables, etc. Et surtout désagréables, hein, si on se rend compte qu'il y a des difficultés, etc. En effet, c'est infini. Si on devait gérer uniquement les facteurs externes, ce serait infini. Ouais, c'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva. Ce serait exactement comme vouloir recouvrir la terre entière de cuir. Ouais, parce qu'elle est remplie d'épines, de tessons de verre, etc. Et donc, ce serait totalement irréaliste de chercher à recouvrir la terre entière de cuir. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Mettre deux semelles de cuir Excuse-moi, je reviens juste. ou de caoutchouc pour les véganes. Et donc, l'effet est le même. Au lieu d'avoir à recouvrir la terre entière de cuir ou de caoutchouc, de cuir en cactus, eh ben, on met juste deux semelles sous nos plantes des pieds et l'effet est exactement le même et c'est beaucoup plus réaliste. Oui, les shikamatra, les conditions extérieures, ça n'existe pas, c'est simplement des empreintes alors. Oui, Voilà. oui. Il n'y a pas de conditions extérieures pour les titamatras. Exactement. Donc, ça veut dire que, il y a un mûrissement de certaines graines en fonction de nos états d'esprit aussi. Il y a certains états d'esprit qui peuvent aider à mûrir certaines graines. Si quelqu'un est plus dans le mécontentement, dans l'insatisfaction, etc., qu'est-ce qui va germer dans son esprit? Une graine de colère. Donc, il y a des états d'esprit qui favorisent la survenue, la germination, on pourrait dire, de certaines graines plutôt que d'autres. Alors que si la personne est plutôt cool, essaie de méditer sur la compassion, etc., il y a moins de chances que ce soit des graines de colère qui germent de son esprit à ce moment-là. Donc là aussi, elle peut gérer ce que nous, on évoquerait comme conditions extérieures. Sauf qu'elle, pour ces personnes, ce sont des graines. Mais on fait la même chose quand on essaie de s'endormir. Quand on essaie de s'endormir, on essaie d'avoir des pensées vertueuses, de méditer un peu sur Bodhisattva, la vacuité, etc. Et notre sommeil va être d'autant vertueux, peut-être même plus reposant. On peut faire des beaux rêves, on peut influencer ce qui va se passer au cours de notre sommeil. C'est le même principe. Hein. Je suis arrivée pas à dormir parce qu'il y avait des conditions extérieures qui étaient liées à l'emploi, à la maladie. Donc, tu as pu faire des prières respiration, etc. Oui. Enfin, des conditions extérieures qui font que tu ne dormes pas bien. Tout à fait, parce que moi, je suis Prasangika, j'accepte les conditions extérieures. Je prétends être Prasangika. Je prétends être Prasangika. Extérieur à quoi? À ta conscience individuelle, oui. Parce que le niveau de conscience, en fait, là, il y a cette conscience sensorielle, mentale, Oui. La septième, c'est quoi? et c'est cet intermédiaire entre la Vaya et les autres, que ce soit. Mais c'est un après. Ouais, oui, oui, je disais extérieur à quoi? Mais les fonds, ils ne sont pas extérieurs parce que les fonds, et donc la nature, c'est eux-mêmes. Dans ce sens-là, ce n'est pas extérieur. Mais bien sûr, si tu rentres dans une grande vie réalisée l'individu, il y a des choses extérieures à l'individu. Un conceptualisme, des choses il y a des choses extérieures à l'intérieur. Ça émerge tous la même fois. Ultime? Ouais. Oui. C'est l'esprit, non mon esprit, mais l'esprit. Et ça veut dire, ça, je vais dans des eaux qui. Ouais, l'esprit. Ouais, parce que les Chitamatrins, certains Chitamatrins acceptent huit consciences. Et la plupart des bouddhistes, seulement six. Et, et en fait, c'est juste pour essayer de répondre à certaines discussions. Parce que dans certains états, l'absorption de cessation, par exemple, même la conscience mentale est inopérante. Et donc, dans ce cas-là, ils vont se dire, bah, il y a une interruption du continuum mental. Et donc, il y a une interruption du continuum de la personne. Donc, c'est pourquoi les Chitamatrins, certains Chitamatrins, les tenants de l'aspect vrai ou ceux qui suivent les Écritures, vont dire, il y a la Laya Vijnana qui continue même quand la conscience mentale est inopérante au cours de ces Qu'elle absorptions. porte les enfants. Ouais.
Mais les Prasangika, ils n'ont pas besoin de la conscience pour prouver la continuité. Ils n'ont pas besoin de ça. Eux, ils parlent de la désintégréité, hein, donc de l'ensemble, de toute ou partie des agrégats, etc. Donc, ils n'ont même pas besoin d'une conscience liminale ou minimale et suffisante pour prouver le continuum de la conscience, etc. Donc, oui, il y a beaucoup de débats par rapport à ça, mais euh, en général, on pourrait dire que ce que disent les Chittamatra par rapport à l'Alaya Vijnana, etc., on pourrait s'en passer. C'est quelque chose qui peut être utile pour expliquer ces interruptions involontaires de conscience mentale dans certains types d'absorption. Euh, oui, ça pourrait poser des questions. Par exemple, Sasanté en parle aussi avec Leonard Tutsen Children, où il dit, par exemple, il y a quelqu'un qui est dans le sans-forme, quelqu'un qui a repris naissance dans le sans-forme. Donc, cette personne est en train de méditer cette absorption de cessation, ou dans ce cas-là, il n'y a même plus de conscience mentale. Donc, elle n'a pas de forme, et elle n'a pas de conscience mentale. Donc, où est parti son continuum? Donc, c'est pour ça que les Chittamatra vont dire, certains Chittamatra vont dire, il faut la Laya Vijnana pour qu'il y ait une continuité, sinon, bah, tout se perd, la personne cesse, elle s'anéantit, elle cesse d'exister. Mais j'imagine que les autres écoles ont leur façon de répondre à ça. Ok, oulala, c'était un peu croustillant. Ce que ça nous amène à évoquer, c'est de se dire oui, il y a différentes vues qui ont été proposées par le Bouddha pour que nous puissions analyser les choses en fonction de différentes approches. Et ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces approches? Certaines peuvent nous être très utiles pour essayer de gérer nos états d'esprit. Et donc, à ce moment-là, profitons-en. On peut les utiliser pour se dire, bah voilà, c'est juste ma façon de percevoir les choses. Si le chocolat est bon, c'est parce que je le trouve bon. Ouais, il y a des gens qui peuvent pas saquer le chocolat. Il y a des gens qui vont avoir de ça. Ouais, si j'adore le piment, c'est parce que si le piment est délicieux, bon, moi, c'est parce que je le trouve bon. Ma mère, elle ne veut pas saquer le piment. Donc, elle ne le trouvera pas bon, donc il ne sera pas bon pour elle. Ouais. Mais il faut aussi faire attention de ne pas aller dans le relatif absolu, de se dire que tout est absolument relatif. Sinon, ça veut dire que le bien et le mal sont absolument relatifs. Comme on disait à midi, que les droits de l'homme seraient une notion purement occidentale et que les Chinois n'auraient pas besoin d'envisager, etc., etc. Ce serait purement relatif, dans le sens c'est relatif à uniquement la personne qui l'envisage. Donc le bien ne serait que ce que moi je considère comme étant bien. Ça, c'est du relatif absolu. Donc c'est pas du tout ce que veulent dire les Madhyamiques, il faut faire attention. Ouais, il y a quand même un bien intersubjectif, même s'il n'existe pas de manière objective. Il y a un bien intersubjectif. C'est pas bien de tuer, c'est pas bien de voler, c'est pas bien de mentir, etc. Et ça, on doit pouvoir le certifier. Même si ça n'a pas d'existence objective, intrinsèque, absolue, ça a quand même une existence conventionnelle. Ouais, on va dire, une convention mondaine extrêmement utile. Parce que sinon, on se dirait, bah, ce qui est bien, bah, c'est ce que moi, je considère comme étant bien. Ouais, donc ça pourrait aller dans l'extrême. Ok, donc on a essayé de voir des choses un peu croustillantes. On va essayer de voir la suite demain, la suite du texte, la strophe 23. Donc si vous voulez la regarder déjà ce soir et puis essayer de vous interroger sur ce qu'elle veut dire et puis on essaiera d'en parler un petit peu plus. Et en tout cas, merci beaucoup. C'était un immense plaisir. On a essayé de développer une excellente motivation dès ce matin. Et donc cette motivation a engendré des potentiels extrêmement vertueux extrêmement vertueux, extrêmement vaste. Et donc, on peut dédier ces potentiels à la longue vie et l'excellente santé de Sainte Delama et de tous les autres maîtres pleinement qualifiés, au retour le plus rapide de la Mahasopha Rinpoche et des autres maîtres pleinement qualifiés. Euh, Parce que tous les êtres vivants, tous les êtres conscients trouvent l'éveil le plus rapidement possible, que les droits des humains et des non-humains soient respectés, les droits des animaux en particulier, et les droits du vivant, les droits de la planète soient respectés le plus rapidement possible, que tous les enfants, garçons et pas garçons, filles et pas filles, aillent à l'école, est une éducation éclairée, une éducation du cœur comme de l'esprit et que nous puissions nous retrouver dans de bonnes conditions demain pour continuer de grandir ensemble. Merci beaucoup. Mhm. Merci Fanny. Merci d'avoir écouté Si, tout notre si, charabia. à demain. À demain. Ciao.